Et je lui dis, il y a 3 règles avec moi que tu vas les respecter. Et je lui parle comme ça. Bon, inutile de dire que personne ne lui parle comme ça. Et en plus, c'était mon premier jour. Donc, les mecs m'ont sondé, le mec, quoi, t'en fous. Bon, bah, c'est son dernier jour. Bonjour à tous et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, il s'appelle Patrick Mouratoglou. C'est probablement un des plus gros coachs de tennis au monde. Il est français. Il a créé son académie. C'est lui qui a notamment coaché Serena Williams, par exemple, et plein d'autres, vous allez voir. Il nous a reçus dans la Mouratoglou Academy qu'il a fait dans le Sud. C'est un vrai village. Il va nous expliquer comment il est devenu le meilleur coach au monde alors qu'il était très timide au départ. Il va aussi nous raconter toutes les anecdotes qu'il a vécues en tant que coach. Vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. C'est impressionnant. Attendez, excusez-moi les gars, pardon 2 secondes. Fais une petite pause. Ouais, ça va Louis? Ouais. Ouais, t'es devant le match alors? De quoi je te mets 10 balles sur le PSG? Tu m'as pris pour ton bookmaker ou quoi? Non, mais on s'en fout que tu veuilles pas te déplacer. Tu prends l'application Winamax, la plateforme de paris en ligne, tu sais, ça va hyper vite, c'est hyper simple. Oui. En fait, tu prends 100 €, tu les mets dessus, et tu auras 100 € offerts. Et après, tu prends notre code, on a un code en ce moment, la Légende 10. Ouais, tu auras 10 € supplémentaires. Donc oui, 210 € avec 100 €. Mais bien sûr que c'est frais comme offre. Non, alors, non, par contre, on parle pas... Non, il a 15 ans, ton cousin. Non, ça c'est interdit aux mineurs. Ouais, ton oncle non plus, parce qu'il est au chômage. Donc ça sert à rien, il va pas gagner sa vie comme ça. Ouais, mais oui, t'en profites tout seul, c'est très bien. Ok, à toutes. Sur winamax.fr, vous pouvez y aller vous aussi. Et si vous mettez un premier dépôt entre 15 et 100 € pour faire des paris, vous allez recevoir la même somme en paris gratuit, entre 15 et 100 €. Et vous pouvez rajouter en plus notre code Légende 10 avec le chiffre. Et vous aurez 10 € supplémentaires qui vont se rajouter à tout ça. En tout cas, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux sur Légende. On est parti, comme je vous le disais, à la Mouratoglou Academy. Un des plus gros coachs de tennis, Patrick Mouratoglou, nous a reçus là-bas pour nous raconter sa carrière et comment il est devenu un des plus gros coachs du monde. C'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Patrick Mouratoglou, qui était le coach de Serena Williams pendant 10 ans. C'est un Français qui a coaché beaucoup de grands joueurs. C'est d'ailleurs celui qui a eu le plus de grands chelems, qui a gagné le plus de grands chelems. On est aujourd'hui à la Mouratoglou Academy. Il a ouvert son énorme académie dans le sud de la France. On a pris un train avec l'équipe pour venir le rencontrer ici, pour filmer. On va vous faire visiter, pour essayer de comprendre ce phénomène-là. Comment est-ce qu'il est devenu un des plus grands coachs du monde en tennis? Quelles sont ses méthodes? Comment il fait pour emmener quelqu'un d'un point A à un point B. Il va nous expliquer tout ça. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. On fait 3 émissions par semaine, le mercredi, vendredi et dimanche. Merci de vous abonner en masse si vous êtes sur YouTube en train de nous regarder là. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à mettre une petite cloche aussi pour être au courant des prochaines. Et vous pouvez nous écouter en podcast audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. Et c'est parti avec Patrick Mouratoglou sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle Patrick Mouratoglou, je suis coach de tennis et j'ai coaché Serena Williams pendant 10 ans et monté la Mouratoglou Tennis Academy et on va vous parler de ma vie. Et voilà, bienvenue. Patrick ou Patrice finalement? Finalement, c'est Patrick. Juste avant, quelqu'un de mon équipe t'a appelé Patrice, ça nous a fait marrer avant de commencer. Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir, bienvenue. On est à l'Académie. Alors, pour vous expliquer, on était à Monaco, pas très loin, à l'occasion du festival de télévision. On en a profité pour venir voir Patrick. On savait que c'était pas très loin. On savait pas que c'était si gros. Quelle taille ça fait, ton Académie, là? Ouf, ça fait, je crois que ça fait 12 hectares. C'est la plus grande académie de tennis d'Europe. Il y a 34 cours de tennis. On a un hôtel de 155 chambres. Il y a 4 piscines. C'est un campus, 2 fitness. Bien sûr, il y a des gens il y a 200 élèves à plein temps qui dorment sur place, qui vivent sur place. On a les restaurants. Ils vivent, ils dorment là? Oui, bien sûr, ils dorment. On a une école américaine, une école française, parce qu'ils font leur scolarité ici. Évidemment, tout ce qui concerne le sport, donc le tennis, la préparation physique. On a un centre médico-sportif aussi sur place pour tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Et puis on a un hôtel, un spa, donc c'est une ville en fait. Enfin, c'est pas une ville, évidemment c'est une exagération. Mais... Non, il y a des villes plus petites, je pense. C'est pas franchement, j'ai vu des villes plus petites que ça. C'est vraiment immense. On est arrivé, il y a plusieurs parkings. Là. Il y a les drapeaux, j'ai vu, de plein de pays. T'as mis. Ouais, parce qu'en fait, on a des enfants qui viennent de 60 pays différents dans le monde. On a 200 élèves à plein temps qui viennent vraiment de partout. Des Australiens, des Chinois, des Africains, des Européens évidemment. Donc oui, c'est une mini-ville remplie de passionnés de tennis ou de gens qui veulent faire du tennis leur vie, leur profession. Si tu veux bien, on pourra visiter tout à l'heure, montrer des images un peu de plein de spots. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait des piscines. J'ai vu qu'il y avait une scène qui était en train d'être préparée. Je crois que tu fais un gala tous les ans. Oui. Et puis là, en l'occurrence, c'est 4 jours après le tournage, donc c'est pour ça que c'est en train d'être préparé. Avant de parler de ta vie, c'est un gala, pourquoi que tu fais? Alors, j'ai monté une fondation en 2014. En fait,
J'ai voyagé sur tous les tournois de jeunes pendant des années, les tournois internationaux avec les meilleurs jeunes du monde qui s'affrontent. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux n'ont pas d'argent. Le tennis, ça coûte extrêmement cher parce qu'en fait, c'est l'activité qui veut ça. Il faut avoir un coach, un préparateur physique, et puis il faut voyager pour faire des tournois dans le monde entier dès l'âge de 13-14 ans quand on veut être pro. Donc il faut de l'argent, quoi. Et donc le budget est énorme. Et en fait, j'ai vu énormément de joueurs qui n'avaient pas pu réussir dans le tennis pour des raisons financières. Et ça m'a un peu c'était triste de voir ça. Moi, en fait, en plus, il y a un lien direct avec mon histoire. Moi, c'était pas une question d'argent, mais on m'a pas donné ma chance. En fait, je faisais partie des bons joueurs en France, et donc, par extension, dans le monde. Et c'était ma passion, le tennis. C'était mon rêve de devenir joueur pro, et puis on m'a pas donné ma chance. Pour moi, quand un gamin a du potentiel et qu'on lui donne pas sa chance pour des raisons X, Y, Z, ça me fait du mal. Et donc, j'ai constaté ça, qu'il y avait un vrai manque d'argent. Et donc, j'ai monté une fondation en 2014. Autour de cette fondation, j'ai réussi à réunir un certain nombre de gens qui sont des grands donateurs, qui sont des gens qui ont très très bien réussi dans la vie, qui adorent le tennis et qui ont envie de donner à des gamins. Pas forcément des tennisman. Non, pas du tout, non. Beaucoup jouent, mais ils jouent pour le plaisir, évidemment. Et puis il y en a qui jouent même pas, mais ils adorent le tennis. Et ils sont contents d'aider des jeunes qui font partie des grands espoirs. Et en fait, ces jeunes-là, on en sélectionne un certain nombre. J'en ai pas plus que 15. Et puis, on les aide. On les aide, en fait, on lève ces fonds-là pour financer leurs besoins. Et évidemment, on les suit de très très près. Et en fait, dans ma fondation, il y a eu Coco Gauff, qui vient de gagner un grand chelem, qui vient de gagner l'US Open. Elle a atterri dans ma fondation à l'âge de 10 ans. Ça fait depuis qu'elle a 10 ans qu'on l'aide. Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, tous ces joueurs-là qui sont top 10, qui sont top 5 même aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux. C'est des gens qui ont été entièrement pris en charge par ma fondation depuis 2014. Et chaque année, je fais un gala. Et à l'occasion de ce gala, on récupère de l'argent pour aider ces jeunes. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, merci beaucoup de faire de Légende le premier podcast de France. Aujourd'hui, tournage sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Pour que vous sachiez, si vous nous écoutez juste en audio, t'es arrivé en costume, tu t'es mis en chaussures en terre battue juste avant. Je plaisante. Pas du tout. Tu sors vraiment, pour vous expliquer, t'es vraiment habillé en coach, tu sors du terrain. Je suis habillé en coach 90% de ma vie. En fait, c'est mon métier, c'est d'être coach de tennis. Donc, c'est ce que j'ai toujours fait. Toujours aujourd'hui, mais tu pourrais devenir businessman en étant un peu moins proche de la terre battue tous les jours. Alors, je le suis aussi par nécessité, mais mon élément, c'est le tennis, c'est le cours de tennis. C'est là où je suis bien. En fait, on parlera sûrement de mon histoire après, mais le cours de tennis, c'est le seul endroit où je me suis senti bien pendant 20 ans de ma vie. Le seul endroit. Je pouvais me mettre n'importe où, j'étais très très mal. Sur le cours, je me sentais bien. Et donc, c'est un endroit où j'ai développé des aptitudes parce que c'était le seul endroit où j'avais l'impression d'être quelqu'un. J'avais l'impression d'avoir de la qualité, alors que partout ailleurs, j'avais l'impression d'en avoir aucune. Voilà, donc je suis très bien sur un cours. C'est l'endroit que je préfère être. C'est l'endroit où j'ai l'impression aussi d'être le plus efficace, d'arriver à vraiment faire des différences pour les gens. Tu vas me dire s'il y a des gens qui veulent absolument... On en parlera après, mais que ça soit toi qui les coach et tout ça. On va reprendre ta vie. T'es né le 8 juin 70 à Neuilly. Famille plutôt aisée ou plutôt modeste? Non, famille plutôt aisée. En fait, les deux. C'est-à-dire que mes parents... Mon père venait de Grèce, c'était un émigré grec. Il est arrivé à l'âge de 13 ans en France. Et donc, ils n'avaient pas du tout d'argent. Ils ont quitté la Grèce, c'était la dictature là-bas, donc ils ont tout perdu. Ils sont arrivés sans rien. Et mon père a fait des très bonnes études, il a fait l'école polytechnique. Donc il a eu un très bon job tout de suite, et puis il a monté une entreprise, il a fait beaucoup de promotions immobilières, et donc il a bien réussi. Donc j'habitais à Neuilly, donc bon, je pense que tout est dit. J'avais pas de problème. Mes parents n'avaient pas de problème d'argent. Par contre, j'ai vraiment pas été élevé dans le luxe du tout. Mes parents sont très simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a une boîte qui vient de vendre d'ailleurs, extrêmement chère, qui est une énorme boîte, qui est devenue la plus grosse boîte d'énergie renouvelable en France. Il avait l'équivalent aux États-Unis, donc. Mais ils vivent très simplement et ils m'ont éduqué comme ça. Tu veux dire pas gâté? Ah non, j'étais en décalage total par rapport à tous les gamins de Neuilly. J'étais habillé n'importe comment. Bon, n'importe comment, j'exagère, mais j'ai jamais eu tout ce que les autres avaient. Jamais, jamais. Ce qui était très bien, parce que ça m'a très bien habitué, mais en même temps, je dirais que c'était pas bien non plus, parce que j'étais trop décalé par rapport aux autres. Alors déjà que j'avais des problèmes, moi, relationnels, comme en plus je ressemblais pas du tout aux autres, c'était difficile. Ça n'a fait qu'aggraver mon cas. C'est intéressant pour comprendre. Tu sais, après, on va parler du mindset, de ta façon de penser pour quand tu coaches les gens, parce que c'est pas juste entraîneur, coach, c'est aussi les accompagner psychologiquement, dans la motivation, dans tout ça. Donc, c'est intéressant de comprendre un peu le parcours rapidement. T'étais bon élève, t'as eu une enfance plutôt bonne en termes d'études, ou c'était plutôt la... Je fais exprès, là. Non. Parce que j'étais nul. Ah, t'étais... complètement nul. Non, en fait, mon enfance... T'étais nul parce que tu voulais pas être bon, ou t'étais nul parce que c'était pas ton truc l'école?
Je pense que j'étais pas câblé pour l'école du tout, et je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gamins dans ce cas-là, et en fait, il n'y a pas de solution pour ces enfants-là. C'est-à-dire que l'école, en fait, c'est un rouleau compresseur où il y a 30 gamins ou 35 dans la classe, où les professeurs, je ne veux pas les accuser plus que ça, mais pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont aucune formation. Tout ce qu'ils connaissent, c'est leur matière. Un prof de maths, il connaît les maths, un prof d'histoire, il connaît l'histoire. Est-ce qu'ils connaissent l'enseignement? Est-ce qu'ils connaissent le coaching? Pas du tout. Donc, ils ne peuvent pas aider des gamins qui sortent du cadre. Et donc, moi, toute mon enfance a été un cauchemar. Mais quand je dis un cauchemar, c'est un cauchemar, il n'y a pas d'autre mot. C'est quoi, phobie scolaire? À tous les niveaux. En fait, de l'école, j'y arrivais pas. J'étais dernier de la classe et j'essayais, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas. Mais tu redoublais, tout ça, ouais? Ouais, j'ai redoublé. J'ai eu mon bac à 20 ans. Et j'ai pas continué. Ok. Ouais. Non, j'y arrivais pas du tout. J'étais dernier. Je me suis fait virer de plein d'écoles parce que j'étais mauvais. J'avais pas du tout de capacité de connexion avec les gens, donc j'avais pas d'amis. C'est vrai, socialement, t'avais du mal? Dramatique. Ah bon? Ah ouais, dramatique. En fait, j'étais tellement timide. C'est étonnant pour un coach qui, aujourd'hui, justement, va aller chercher l'humain. C'est justement pour ça que je suis devenu coach. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui deviennent kinés parce qu'ils ont eu des blessures terribles quand ils étaient jeunes et qu'ils ont cherché des solutions pour eux. En fait, j'ai trouvé des solutions pour moi que j'ai mis au service des autres. Mais non, j'étais seul tout le temps parce qu'en fait, ma timidité était telle, j'avais tellement aucune estime de moi qu'en fait, j'avais l'impression que si je parlais, j'allais me ridiculiser. Et donc, j'avais qu'une trouille toute la journée, c'est que les gens m'adressent la parole parce que j'allais devoir parler. Et donc, je ne regardais pas les gens dans la classe. Je faisais en sorte de croiser le regard de personne pour que justement, on ne m'interpelle pas, on ne me parle pas, on ne me pose pas de questions. L'invisible. Voilà, je voulais être invisible, exactement. Bon, et puis après, quand les enfants sont durs avec les enfants, donc quand tu es dans une situation de faiblesse, ce qui était mon cas, bon, ils sont pas sympas, tu vois, je me suis fait cracher dessus, bon, je vais passer les détails. J'ai vécu beaucoup de violence aussi. Violence des professeurs à l'école. Malheureusement, à cette époque-là, il y avait pas mal de violence. Les profs, c'était acceptable que les profs tapent les gamins. Donc, je me suis fait beaucoup taper, comme j'étais mauvais. Évidemment, j'étais le souffre-douleur des profs aussi. Ensuite, j'ai été beaucoup agressé aussi physiquement dans la rue. Ah oui, c'est vrai, c'était vraiment... okay. Mais quand on est faible, je pense qu'on attire ces choses-là aussi. Quand on se sent pas fort, forcément... Comme dans la jungle, un peu comme dans un safari, tu vas voir les animaux qui vont s'attaquer aux plus faibles. Ah mais c'est exactement pareil. Bien sûr. Donc tout ça, c'est des trucs... Mon enfance, ça a été que ça. Et puis comme j'étais extrêmement timide, mal dans ma peau, voilà, j'avais l'impression que j'étais nul, ça a généré une angoisse terrible. Donc j'étais hyper angoissé. Et cette angoisse avait des conséquences. Donc je faisais des paniques attaques la nuit. Des terreurs nocturnes. Oui, mais à un point, mais tu peux même pas imaginer. Ma mère a passé mon enfance au chevet de mon lit à pas savoir quoi faire parce que je pouvais pas dormir. Je poussais des hurlements, c'était abominable toutes les nuits. Ça a duré des années. Ensuite, j'étais insomniaque. J'étais malade tout le temps. Je vomissais beaucoup parce que dès que j'étais anxieux, et ça me faisait vomir. Donc non, mon enfance a été vraiment cauchemardesque. Et surtout, il n'y avait aucune issue. Je ne voyais aucune issue. Aucune. Donc j'avais pas envie de vivre. Hein. Vraiment, mon enfance a été vraiment abominable. Et puis j'ai rencontré le tennis. Et le tennis m'a sauvé la vie. Il y a deux choses qui m'ont sauvé la vie, c'est les chiens et le tennis. Je vais expliquer en deux mots, parce que ça paraît bizarre comme ça, dit comme ça. C'est un grand écart, mais tu vois, t'expliquer. Ouais, mais c'est très simple. Et un chien qui t'a donné de l'amour ou... Non, même pas, parce que j'ai supplié mes parents pendant 15 ans d'avoir un chien, ils n'ont jamais voulu. Donc tout ce que j'ai demandé, je ne l'ai jamais eu. Même s'ils voyaient que t'étais pas bien? Ouais. Pourquoi ils voulaient pas? C'est intéressant de... Par l'argument, l'argument c'était juste, non, tu vas pas t'en occuper, moi j'ai pas envie, donc voilà. Ouais, d'accord. Porte fermée, terminée. Fin de la discussion. Mais donc le tennis m'a sauvé parce qu'en fait, j'étais pas trop mauvais. Donc quand j'étais sur un court de tennis, j'avais l'impression d'être bon à quelque chose. C'est la seule chose, c'est le seul endroit où je me trouvais bon. Où les gens me disaient que j'étais bon. Où j'avais pas l'impression d'être un loser, une merde, un moins que rien. Tu vois, le regard des autres qui était différent. Complètement différent. Et puis, comme je me sentais bon sur un court, du coup, je me sentais un peu fort et je me sentais à l'aise pour parler avec les gens. Donc, quand j'étais sur un court de tennis, je pouvais parler avec les gens. On va parler des chiens après, mais t'étais bon tout de suite. Tu dis, on m'a regardé, je voyais. Oui, assez vite, mais j'ai commencé à 4 ans en fait. J'ai commencé parce que mes parents allaient au club de tennis le week-end. C'était très à la mode le tennis dans les années 70. Je suis né en 70, donc c'était 74. 54 ans aujourd'hui. Ouais. Je redonne ton âge pour tous ceux qui ne voient pas, parce que tu fais jeune, mais c'est pour qu'on comprenne pourquoi les descendent. Et donc, j'ai joué très tôt. Et puis très tôt, j'ai adoré ça. Donc très tôt, j'ai commencé à pas être mauvais. Et donc, je voyais le regard des gens. Et les gens me regardaient complètement différemment quand j'étais sur un court de tennis et quand j'étais ailleurs. Et puis, encore une fois, je me liais facilement d'amitié avec les gens sur un court parce que je me sentais fort, alors qu'ailleurs, je me sentais nul.
Quand tu arrives en situation de force et que tu sais que tu es bien, que tu es ancré, etc., tu vas être moins timide naturellement que quand tu n'es pas à l'aise. Évidemment, ouais, c'est ça. Évidemment. Attends, juste pourquoi les chiens? Et les chiens, parce qu'en fait, tous mes problèmes de terreur nocturne, qui ont duré des années, je les ai résolus, et ensuite d'insomnie, je les ai résolus en arrivant à créer un environnement où je me suis senti bien. Et en fait, quand tu n'arrives pas à dormir, tu as une angoisse terrible. Mon esprit a réussi à créer quelque chose qui m'a fait me sentir bien, et je me suis endormi. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Et en fait, qu'est-ce que c'était? C'était moi en finale de Roland-Garros, à 18h, je peux te décrire le truc comme si je l'avais vécu 10 fois, hein, la scène. Alors que je l'ai jamais vécu malheureusement, mais 18h, je peux te dire l'intensité du soleil sur ma peau, le son, je sais tout. Parce que je l'ai vécu 1000 fois cette scène-là pour m'endormir. Je suis à 5-5 au 5e set, et je suis bien, mais tu peux pas savoir. Ah, t'as ton score je sais tout. Mais je me suis senti tellement bien quand je me suis levé là, et je me suis endormi. Je me suis dit, putain, ça marche. Et comme j'étais très angoissé aussi, j'avais peur de tout. Et un autre truc qui a marché, c'est les chiens. Donc, j'ai réussi à imaginer que j'avais une centaine de chiens autour de moi qui me protégeaient, en fait. Et cette protection des chiens, cette sensation de protection m'a permis de m'endormir aussi. Et donc, je sais toujours penser que j'avais une dette envers les chiens et le tennis. Est-ce que t'as un chien maintenant? Bah oui. Pas un. Ah, c'est vrai? Ah oui, je peux en avoir 10, des chiens. On va parler de la suite, etc. Mais comment t'as fait pour prendre confiance en toi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire de ce que tu me décris. T'es bel homme, tu vas dégager de la confiance en toi, du charisme, etc. À quel moment t'as basculé et comment? Alors, ça m'a pris 10 ans pour basculer. Et en fait, c'est ce que j'explique toujours, c'est que le truc, s'il y a un truc dont je suis fier dans ma vie, parce qu'on me demande toujours de quoi vous êtes le plus fier, vous avez fait ci, vous avez fait ça, etc. Et je dis, il y a une seule chose dont je suis fier, c'est d'avoir transformé cet ado de 16 ans qui avait aucune chance dans la vie, mais quand je dis aucune, c'est aucune, en un adulte de 26 ans, donc 10 ans, qui était prêt à tout bouffer. Et c'est-à-dire, quand je dis tout bouffer, je veux dire par là, à faire de sa vie son rêve. Voilà. Je me suis dit... Alors, tout a commencé très très tôt, je vais essayer d'aller vite, hein, mais même si on a un peu de temps, mais tout a commencé très tôt parce que très jeune, je me suis rendu compte que j'allais mourir. Bon, c'est pas un scoop, tout le monde le sait, mais il n'empêche que j'en avais une conscience. Ah mais terrible. Qui m'angoissait terriblement aussi d'ailleurs. Et à 15-16 ans, je me suis dit, mais je vais quand même pas vivre toute ma vie comme ça. J'ai pas d'amis, je me sens nul, je suis bon nulle part, j'ai aucune espèce d'opinion positive de moi-même, je peux pas vivre comme ça. Je vais faire quoi de ma vie? Ça va être une horreur, quoi. Et je me suis dit, il faut que je change. Il faut que je change tout. Comment je vais faire? Et cette sensation que j'ai de la fugacité de la vie a fait que j'ai vraiment décidé de tout changer. Je me suis dit, en fait, j'ai 16 ans, je suis mort dans 60 ans, je suis mort. Ça va passer en 3 minutes, ce que je te confirme. J'en ai 54 aujourd'hui, c'est passé. Oui. Ah, mais tu peux même pas imaginer, c'est la vitesse de la lumière. Quand tu es vraiment actif, que tu fais des choses qui te plaisent, et que finalement, tu es en train de réaliser tout ce que tu avais envie de réaliser, ça va trop vite. Ah, mais c'est de la folie. C'est de la folie. J'étais avec mon meilleur ami là, qui est mon associé d'ailleurs depuis 20 ans, hein, qui est devenu mon meilleur ami. Il n'était pas au départ. Hein. Il m'a dit, tu te rends compte, putain, parce qu'on a exactement le même âge. Dans 6 ans, on a 60 ans. Mais 60 ans, quand on était gamin, c'était vieillard, quoi. Ouais. Incroyable. Après, le 60 ans d'aujourd'hui, c'est plus le 60 ans d'avant, mais quand même. Certes. Mais quand même. Ouais. Oui, tu te dis quand même, c'est passé vite. Bah, c'est passé à la vitesse de la lumière. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je change. Et évidemment, le problème de ces gens-là, comme moi à l'époque, c'est qu'on ne pense pas pouvoir changer parce que, d'abord, on se sent faible. Comme on est mauvais, on se trouve nul, on se sent faible. Donc, on ne se sent pas capable de changer. Ensuite, on a l'impression qu'entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on voudrait être, il y a tellement un monde, ça paraît insurmontable. Tu as l'impression que c'est une montagne qui se dresse devant toi. Et en fait, il n'y a pas d'autre choix que de faire de remporter des mini-victoires tous les jours. Et en fait, c'est la meilleure manière d'avancer dans la vie. Il ne faut pas regarder le haut de la montagne en se disant, parce que là tu te dis, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, tu vois, je suis trop loin. Mais il faut se dire, bon bah, aujourd'hui je vais faire ça. C'est peut-être ridicule, mais ce sera déjà 10 fois mieux qu'hier. Ouais. Et j'ai vraiment fait comme ça. J'ai pris des grandes décisions. Quand je dis des grandes décisions qui ont eu des conséquences énormes sur moi. La première, ça a été de faire une psychanalyse. J'avais 17 ans et j'ai dit à ma mère, comment je peux faire, parce que je peux même pas parler à des gens. Elle m'a dit, bah, va voir un psy. Mais je sais même pas ce que c'est, tu vois, donc... Mais pour moi, c'était le truc le plus dur au monde. Mais tu peux même pas imaginer, je n'arrivais pas à parler à quelqu'un. Je suis allé voir un psy. Pendant 1 an, j'y suis allé toutes les semaines. J'ai pas réussi à dire un mot. Tu te rends compte? C'est-à-dire, tu étais assis dans le fauteuil, tu parlais pas? J'étais assis comme ça en face de lui.
et je ne pouvais pas dire un mot. Et ça a duré 1 an. Ça paraît surréaliste, non? Mais il se passait quoi pendant Rien, cette il disait rien. Lui non plus? Rien. Mais c'est- Ben non, mais c'est le principe de la psychanalyse. Il va pas parler à ta place. Le but, c'est que tu parles. Et donc, il disait pas un mot, et puis à la fin de la séance, il se levait, il disait, c'est tout à fait ça. Et je m'en allais. Et je hurlais dans la cage d'escalier de désespoir et de... J'avais honte de moi, et j'étais énervé contre moi de ne pas avoir réussi à parler, mais je ne pouvais pas. Ça a duré 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai dit une phrase. Et il m'a dit, je m'en souviens encore, comme c'était hier, et il m'a dit, cette année de silence fera partie de l'histoire de votre psychanalyse. En fait, cette année de silence, elle était pleine de sens, elle expliquait tout. Elle racontait plein d'histoires, en fait, cette année de silence. Wow. Voilà, mais ça a été un grand changement. Alors, c'est pas tout, hein, je dis pas que la psychanalyse a tout fait, ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est tous les jours de gagner des petites victoires aussi, d'aller faire des choses qui sont dures pour toi. En fait, il faut se faire mal. Il faut se faire mal tous les jours. Il y a pas, enfin, on se fait du mal pour se faire du bien. Hein, Exactement. Mais bon, vas-y, t'as l'air quelque chose. Non. Combien de temps t'as fait de psychanalyse? 10 ans. 10 ans, t'as Ouais. fait? De 16 à 26 ans? Ouais. Est-ce que, toi qui es un grand coach, Je partais de loin, hein, comme tu l'as vu. t'as entraîné Serena Williams, on en parlera pendant 10 ans aussi, justement, 2012-2022. Est-ce que tout le monde peut devenir un tueur dans son domaine? Ou est-ce que, en tout cas, est-ce que tout le monde peut vraiment évoluer? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour faire une chose en particulier, tu vois, d'après toi? Alors, on n'est pas tous égaux. On est tous égaux en droit, mais on n'est pas tous égaux. On ne naît pas tous pareils. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des mecs, il y a des gens Évidemment. forts dans certains domaines ou pas. Est-ce que tout le monde peut progresser? Oui. Est-ce que quelqu'un qui a plus d'aptitude qu'un autre dans un domaine, à travail égal, est-ce qu'il va progresser plus? Oui aussi. Bon, mais rien n'est statique dans la vie, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, dans certaines activités comme le tennis, c'est tellement vaste comme domaine, ça réclame tellement de qualités différentes. Peut-être que quelqu'un n'est pas très bon là, mais il peut être très très bon ailleurs. Et tout ça, c'est le tennis aussi. Ça veut dire que tout le monde peut devenir bon au tennis, en s'appuyant sur certaines qualités plus que d'autres. La question, c'est toujours la même, c'est quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que je fais bien? Où est-ce que je suis capable de faire une différence par rapport à d'autres? Et c'est ça qu'il faut cultiver. Alors que les gens font beaucoup l'inverse. Ils se disent où est-ce que je suis mauvais? Et les enseignants aussi, malheureusement, ce qui est une erreur primaire pour moi, c'est de se dire où est-ce que le mec est mauvais? C'est là que je vais l'aider. Non, tu vas pas construire quelque chose. Tu construis pas un immeuble sur des faiblesses. Tu construis un immeuble sur des forces. Évidemment. Les gens qui gagnent des grands chelems, ils développent des qualités exceptionnelles. C'est pas des gens qui sont moyens partout. Ils sont pas travaillés que leurs faiblesses. Ils ont avant tout développé des forces. On va revenir sur les tiennes, justement, à 13 ans, parce que là, tu nous disais, quand tu étais vraiment gamin, 4 ans, tu commences à jouer. À 13 ans, tu vas essayer de reprendre un peu le contrôle sur ta vie, mais tu traînes avec des dealers à l'époque, tu n'es pas vraiment bien entouré. Tu fais des conneries quand tu es gamin? Tu passes par cette époque-là? Alors j'ai fait beaucoup de conneries pour une raison très simple, c'est qu'en fait le tennis m'a rempli intégralement. Je ne sortais pas, ça m'intéressait pas. Pour moi, j'avais une voie tracée. Je voulais être champion de tennis. Rien d'autre qui m'intéressait. Puis un jour, ça s'est arrêté. Un jour, j'ai dit à mes parents, j'ai 15 ans. À un moment, si j'ai pas des horaires aménagés, si je peux pas faire de tournoi, maman, la route s'arrête. Donc, est-ce que vous pouvez me donner les moyens? Je parlais pas d'argent. Il y avait de l'argent impliqué aussi, mais l'argent n'était pas un souci à ce moment-là. Est-ce que je peux avoir les moyens de devenir un joueur de tennis? Et ils m'ont dit non, c'est trop risqué. Tu vas faire des études. Bon. Et donc, du jour au lendemain, ma raison d'être, le seul endroit où je me sens bien dans ma vie, etc., tout ça, ça disparaît. Et j'ai vraiment un ressentiment vis-à-vis de mes parents qui est extrêmement fort. Je me dis, mais comment c'est possible que mes parents, qui sont censés m'aider, qui sont censés m'aimer, ne comprennent pas à quel point c'est important pour moi et ne m'aident pas. Et finalement, me retirent la seule chose qui te rend heureux, qui te comble. Et qui pourrait me sauver éventuellement. La seule. Et donc, j'ai beaucoup... Et donc, du coup, après, c'est un problème de caractère. Et en plus, je suis au moment de l'adolescence. Et là, je me dis, c'est la guerre. Et donc, mes parents étaient très... tout était très discipliné à la maison, je sortais pas. Bon, j'ai tout fait voler en éclats, tout. Et il y a eu une scène dont je me souviens toute ma vie, qui est la scène qui a été déclencheur pour moi, où je suis dans le salon, et puis je dis à mes parents, ce soir je sors. Et mon père me dit, non, ça m'étonnerait. C'est pas prévu. Et je lui réponds, écoute, c'est très simple, tu vois la porte d'entrée, elle est derrière toi. Je vais me lever, je vais marcher, je vais ouvrir la porte et je vais sortir. Si tu veux pas que je sorte, il va falloir que tu m'arrêtes, mais à ta place, j'essaierai pas. Et je me suis levé, je suis sorti. Il n'a pas bougé. C'est terminé, j'avais pris le contrôle.
Et à partir de là, j'ai fait beaucoup de conneries. Je les ai fait à peu près toutes, je pense. Mais je pense que c'était bien. Je pense que j'en avais besoin. Je connaissais rien de la vie parce que j'avais rien fait du tout. J'étais vraiment centré sur le tennis uniquement. J'avais pas d'amis. Et j'avais besoin de tout faire voler en éclats. Et j'ai tout fait voler en éclats. Et c'était pour mieux me reconstruire après. Donc, de toute façon, je n'ai aucun regret. Zéro. J'ai fait des conneries. Mais je pense que tout le monde en fait. Et quand on n'en fait pas, c'est triste. Tu vas faire pendant 10 ans une croix sur le tennis pro. C'est-à-dire que vraiment, tu vas passer une période après. Tes parents te refusent de faire du tennis. Tu arrives à les regarder en face. Tu arrives à les pardonner. Alors, pendant 10 ans, j'ai encore une fois, beaucoup de ressentiments. Je leur en voulais énormément. Tout en allant voir le psy, toujours. Bien sûr. Bon, après, ils m'aiment, mes parents. J'ai jamais douté du fait qu'ils m'aimaient, mais je comprenais pas qu'ils n'aient pas réussi à m'entendre. Et ça m'a pris 10 ans pour comprendre, et je l'ai compris tout seul comme un grand. Et ça a été pour moi un des éléments fondateurs même de mon coaching. C'est qu'en fait, on a toujours le choix de son attitude. Et quand tu écoutes l'attitude des gens, l'immense majorité des gens que tu connais, peut-être même toi, je ne sais pas, je ne te connais pas, mais quand ils ont un problème, il faut qu'il y ait un bouc émissaire. C'est-à-dire que c'est jamais de leur faute. Donc il faut toujours pointer du doigt quelqu'un ou une situation qui ne dépend pas d'eux, qui justifie le fait qu'ils sont dans une situation qui ne leur plaît pas. Et en fait, c'est la dynamique la plus négative qui soit, parce qu'en fait, elle t'empêche complètement de te remettre en question, complètement, puisque c'est jamais de ta faute, en fait. Elle t'empêche de progresser. Et j'ai compris ça. En fait, j'ai compris ça pendant ces 10 ans. Je me suis dit, en fait, mes parents n'ont pas compris à quel point le tennis était vital pour moi. Mais est-ce que c'est pas moi, finalement, qui l'aurais pas bien expliqué? Est-ce que c'est pas moi qui n'ai pas réussi à me faire entendre? Est-ce que c'est pas moi qui n'ai pas su entendre leur peur que je ne réussisse pas et qui n'ai pas réussi à les rassurer? Finalement, est-ce que j'aurais pas pu les convaincre? La réponse c'est si, tu peux. Est-ce que c'est pas de ma faute, finalement? Exactement. Ce qui est pas grave. Alors, quand je dis ça aux gens, ils me disent « Ah non, mais tu te rends compte, t'avais 15 ans. » Mais on s'en fout, vous avez 15 ans. J'aurais pu être bon à 15 ans. Monsieur. C'est quoi le problème? Et puis finalement, c'est très bien. Comme j'ai compris que ma vie... Qu'est-ce que j'ai compris à l'occasion de cet événement? J'ai compris que si je n'étais pas capable de convaincre les gens, il y avait des choses très désagréables qui pouvaient m'arriver et que ma vie pouvait m'être prise. Ma propre vie pouvait m'être prise juste parce que je ne suis pas capable de convaincre des gens. Mais j'ai pris cette décision-là à 26 ans, je me suis dit, mais à partir d'aujourd'hui, je vais convaincre tout le monde. Tout le monde. Et comment convaincre les gens? C'est pas en parlant fort, c'est pas en criant, c'est en comprenant les gens à qui on parle. En comprenant quelles sont leurs craintes, quels sont leurs désirs, quelle est leur culture, comment il faut leur parler. Si j'avais compris ça chez mes parents, mais bien sûr que j'aurais joué au tennis. Si j'avais compris pourquoi mon père a eu peur que je ne réussisse pas... tu te serais assis en face de lui, tu lui aurais expliqué à quel point c'est important et tu vas déjà, j'aurais dit, tu veux ruiner ma vie? J'aurais parlé avec des mots qui auraient résonné en lui. Il m'aurait dit, mais le truc que je veux, c'est ruiner ta vie. Enfin, j'aurais su leur parler, ce que je saurais parfaitement faire aujourd'hui. Mais voilà. Et donc, j'ai compris ça. Et donc, à partir du moment où je l'ai compris, je ne leur en voulais plus. Et puis surtout, j'ai compris que dans la vie, et mon coaching est basé là-dessus, mon coaching, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui se passe, y compris les comportements des autres. Parce qu'en fait, finalement, les comportements des autres, tu peux les modifier aussi. Tu vas tout modifier, parce que tu as forcément une part où chaque être humain gère aussi ses trucs, mais effectivement... Tu peux. En tout cas, c'est ton casting. Tu peux influencer les gens. Tu peux influencer les gens. Pour qu'ils fassent des bonnes choses. En fait... Quand tu réfléchis autour d'un joueur, normalement, il n'y a que des gens qui veulent la réussite du joueur. Bon, pourtant, il y a des gens qui travaillent contre toi, il y a des gens qui font des choses contre-productives, des gens qui font des choses surréalistes. Tu l'as vu, ça? Tous les jours. Surréalistes, des choses irréelles, des choses, tu te dis... Des entourages de joueurs qui ne vont pas les aider. Ah, mais 90% des entourages des joueurs ne les aident pas. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Ils veulent. Mais ils sont pris par l'émotion, ils prennent des décisions qui n'ont pas de sens, qui sont les 3/4 du temps liées uniquement à de l'émotion. Ou à de l'ego, non, peut-être. Chacun veut vouloir donner aussi, des luttes de pouvoir internes, etc. Mais c'est pareil dans la vie, la vie de tous les jours. Là, c'est démultiplié parce que tu as une star au milieu, donc tu as forcément autour tout un écosystème avec des luttes de pouvoir. Mais tu peux influencer les gens, bien sûr. Finalement, à la fin, si le joueur gagne, tout le monde gagne. Donc, c'est quand même l'intérêt de tout le monde. Tu deviens entraîneur à quel âge? Comment ça se passe le début? Très tard. J'ai jamais pensé que je deviendrais entraîneur. Juste pour finir, un truc, à mon avis, très important, je sais pas peut-être qu'on va revenir dessus, mais je veux juste te le dire que c'est important. Ma plus grande faiblesse est devenue ma plus grande force. Ça, c'est quand même une idée qui est incroyable. Ma plus grande faiblesse, c'était mon incapacité à parler aux gens. C'est-à-dire que je n'arrivais pas, même pas à regarder les gens. Je ne pouvais même pas les regarder.
Et en fait, cette incapacité à communiquer, ça a généré tellement de souffrance chez moi que j'ai commencé à écouter les gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est des animaux sociaux, les êtres humains. On a besoin d'être sociaux. Personne ne peut vivre seul. C'est insoutenable. Et quand tu peux pas parler aux gens, bah, c'est quand même compliqué. Et donc, qu'est-ce que je faisais ? J'étais à l'école et j'observais les gens et j'écoutais. Et j'observais les interactions entre mes camarades de classe. Et à chaque fois, je vais essayer de me mettre à la place de l'un et d'essayer de comprendre ce que lui ressentait quand l'autre disait ça. Puis je faisais l'inverse, je me mettais à la place de l'autre. Et j'ai fait ça toute la journée pendant 10 ans. Parce que j'avais ce besoin de sociabilisation auquel je n'avais pas accès. Et en fait, sans le savoir, j'ai développé une capacité à me mettre à la place de l'autre. Il n'y a rien de magique, hein, c'est pas du tout. Ça part d'une volonté vraiment de ressentir ce que l'autre ressent. Et j'ai développé ça qui m'a servi de façon incroyable ensuite dans ma vie. Oui, tu es plus sensible à ça que les autres. Ah oui, ça c'est sûr. Maintenant, tu comprends largement plus que les autres. Ah oui. Ah mais 100 fois plus. 100 fois plus. Et je vois tout. Parce que j'ai développé aussi la capacité d'observation. Comme, encore une fois, quand tu parles et que tu bouges, tu es moins dans l'observation, tu es moins dans l'écoute. Quand tu parles pas et que tu es statique, tu observes et tu écoutes. Et donc j'ai développé cette capacité à regarder, à écouter. Et en fait, j'ai des milliers de connexions qui se font en permanence sans que je cherche à le faire, mais ça s'est fait naturellement. En fait, j'observe tout. Je t'ai scanné de la première seconde où je t'ai vu sans le vouloir. Hein. C'est pas quelque chose que je fais de façon volontaire. Mais à la fois physiquement, comment tu es habillé, comment tu bouges dans l'espace, comment tu t'exprimes, comment tu regardes les gens ou que tu les regardes pas. Et puis j'associe ça aux mots que tu emploies, au ton de ta voix, etc. Et en fait, j'ai plein de connexions qui se font qui me permettent de capter plein de choses que je ressens. Voilà. Je comprends, je suis un peu pareil que toi là-dessus. Bah sûrement, avec le métier que tu fais, ça me surprend. Oui, parce que moi, c'est l'écoute. Si tu veux être... et si tu veux faire des bonnes interviews, il faut savoir écouter les autres et pas... voilà. Et c'est effectivement... mais je regarde tout le monde, j'entends tout, je regarde derrière, je vois un peu comment est situé Zeb, je vois qu'il a sa caméra est stable. Donc tu vois que Max est en train de s'endormir. Je vois que... Max, c'est ton bras droit, c'est ça. Comment tu deviens du coup entraîneur? Comment tu arrives à faire la bascule? Donc tu as cette période compliquée de jeunesse. Comment est-ce que tu arrives à devenir entraîneur de tennis? Alors en fait, au départ, j'étais pas entraîneur du tout et je pensais jamais le devenir. Ça n'a jamais été un objectif pour moi. Tu voulais jouer? Non, bah, je voulais jouer, oui, mais après, au bout d'un moment, j'ai compris que je n'allais plus jouer. C'était trop tard. Et après, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'aime le plus dans ma vie? Le tennis, c'est la passion de ma vie depuis que je suis gamin. Les gens. Et puis finalement, est-ce que ça me rendrait pas extraordinairement heureux que de donner la chance à des gamins, la chance que moi j'ai pas eue, et leur permettre de faire ce chemin pour devenir champion de tennis. Et je me suis dit, ça c'est une idée exceptionnelle. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et en fait, j'ai passé le reste de ma vie à aider des gamins à réussir dans le domaine dans lequel ils ont envie de réussir, en l'occurrence le tennis. Et je me suis dit, j'ai monté une académie, je vais faire venir des jeunes qui veulent devenir professionnels, et puis je vais créer un système pour les entraîner. Et donc je fais ça en 1996, j'ai 26 ans. Et je commence au plus bas, puisque je commence en louant 2 terrains de tennis à certaines heures dans un club. Voilà. Et je commence comme ça, 96. Avec l'objectif de créer la plus grande académie de tennis d'Europe. Et déjà, j'ai 26 ans, je démarre, j'ai pas une thune, je loue 2 terrains, et je dis déjà à tout le monde, je vais créer la plus grande académie de tennis d'Europe. Pour te dire le chemin fait entre 16 ans et là. Non mais, c'est même risible. Et finalement, c'est ce que j'ai fini par réussir à faire. Et donc... petit à petit, ça grossit. Je loue une infrastructure plus grande, puis une plus grande, puis à Montreuil. Je suis resté 6 ans à Montreuil dans un truc. On avait passé les meilleures années de ma vie d'ailleurs là-bas. Et puis, si tu veux que je te raconte l'histoire, elle est simple. Comme je n'ai aucune image de marque, je ne représente rien pour le tennis, pour arriver à convaincre des bons jeunes de venir chez moi. Ce que j'allais te demander, comment est-ce que les gens te font confiance quand tu n'as jamais été professionnel? Ils ne me font pas confiance. Et donc je me dis, je comprends très vite que j'arriverai jamais à avoir la meilleure jeune, parce qu'il n'y a aucune raison. Je suis pas coach de tennis en plus, tu vois, il n'y a aucune raison de me suivre. Et je me dis, en fait, il faut que j'ai le meilleur coach du monde avec moi. Puisque je te dis, j'avais ouvert toutes les vannes. Pour moi, tout était possible. J'avais plus de limites. J'étais passé du mec qui était capable de faire absolument rien à celui qui pensait que rien n'était impossible pour moi. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve... Celui qui a rien à perdre aussi, non? Qui se dit, j'ai rien à perdre en fait. Ça fait 10 ans que... Je sais pas si c'est rien à perdre, parce que je suis pas dans une logique où je me dis est-ce que j'ai quelque chose à perdre ou pas. J'ai envie de faire des choses j'ai envie que ma vie soit mon chef-d'œuvre en fait. Pas un chef-d'œuvre dans l'absolu, hein, le mien. J'ai envie que ma vie soit à l'image de ce qui me ferait le plus rêver au monde. Et donc je vais me donner les moyens de le faire. Voilà.
Et donc, je vais chercher le plus grand coach du monde, qui est australien, qui s'appelle Bob Brett à l'époque, qui est intouchable pour moi. Je n'avais aucune chance même de lui parler. Pas comment je pourrais lui parler. Je n'ai même pas accès à aucun tournoi, rien, je suis personne. Et j'arrive à trouver un gars qui le connaît vaguement. Et pendant Roland-Garros, ce gars-là arrive à lui parler et lui dit qu'il arrive à décrocher un rendez-vous pour moi. Et je rencontre donc Bob Brett dans un hôtel à Paris pendant Roland-Garros. Et il me donne 1 heure. Et au bout d'1 heure, il me serre la main, il me dit c'est parti, je suis avec toi. L'académie s'appelle Bob Brett, ton académie. Voilà. Il me vend sa condition, c'est que tu l'appelles. Non, c'est ce que je voulais, moi. Ah non, je voulais appeler Bob Brett. Utiliser le nom. Fabuleux. Ah non, fabuleux. Avec le nom de Bob Brett, je suis allé chercher les joueurs, là. Et puis, il vient 50 jours par an. Il me donne 50 jours et son nom. C'était le deal. Et on a fait 6 ans ensemble, de 1998 à 2004. Ça marche tout de suite ou tu passes par une phase un peu difficile? Non, ça marche tout de suite parce qu'en fait, avec son nom, je suis allé chercher, j'ai fait tous les tournois de jeunes de partout dans le monde et j'ai chopé les gars. Et je suis allé les ramener et j'ai ramené un groupe exceptionnel. Le groupe, c'est Marcos Baghdatis, champion du monde junior, Gilles Muller, champion du monde junior, Paul-Henri Mathieu, Ivo Karlovic. Bon, la liste, elle est monstrueuse. J'ai pris 25 joueurs, sur les 25, il y en a au moins 15 top 100, 2 top 10, Mario Ancic top 10. Irréel ce qu'on a fait. Il n'y a personne dans l'histoire du tennis qui a fait ça, vraiment. Parce que Bollettieri, il a eu des résultats, mais il avait 500 joueurs, quoi. J'en avais 25. Et les résultats en pourcentage, on était 1000 fois au-dessus. Voilà. Et donc on fait ça, 6 ans, et du jour au lendemain, Bob Brett se tire. Du jour au lendemain. Pourquoi? Il me dit, on a des désaccords, objectivement. Des désaccords qui sont liés au fait qu'il est jamais là et que moi je suis un gars, mon job c'est de trouver des solutions. Et moi je connais pas bien le coaching, j'ai pas d'expérience, donc je fais appel à un préparateur mental et tout, lui ça lui plaît pas, il me dit t'as fait ça dans mon dos, alors que je suis quand même chez moi, je le paye pour faire une prestation. Bon, ceci dit c'était bien, il se sentait investi. Mais donc on a des sujets de désaccord et du coup il se vexe et il me dit c'est comme ça, je monte mon académie et donc j'arrête. Et il essaie de me piquer tous les joueurs d'ailleurs. Il dit à tous les joueurs, je monte mon académie, venez avec moi. Et il n'y a aucun joueur qui est parti avec lui, ils sont tous restés avec moi, ce qui était pour moi une grande victoire, parce que ça montrait que j'avais vraiment créé une relation de confiance avec eux. Et là, il commence à me demander, j'en ai un ou deux qui me demandent de le coacher. J'ai jamais donné une leçon de tennis de ma vie, j'ai 34 ans, et je réunis mon équipe et je leur dis, Bob Brett s'en va. Et je me rends compte que j'ai fait le pire investissement de ma vie, parce que j'ai investi 10 ans sur une marque qui est partie du jour au lendemain comme ça, donc c'est complètement idiot. Donc je vais pas faire la même connerie, je vais mettre mon nom, parce qu'au moins, moi, je vais pas me planter a priori. Donc l'académie va porter mon nom. Le problème, c'est que j'ai jamais donné une leçon de tennis, donc c'est pas très crédible. Donc je dis à mon équipe, à mes coachs, il faut que je devienne coach, il faut que je gagne des grands chelems. Bon, là, ils sont tous morts de rire, mais vraiment, les mecs rigolent. Ce qui est normal, parce qu'en fait, 99% des coachs ne gagneront jamais un grand chelem dans leur vie, 99%. Bien sûr. Pour un mec qui a 34 ans, qui a jamais donné une leçon de tennis, c'est inutile de dire que les chances sont relativement faibles. 34 ans. Ouais. Et donc les gars sont morts de rire, ils me disent, mais tu connais rien, t'as jamais donné une leçon de tennis. Et je leur dis, vous avez raison, je peux pas dire le contraire, c'est vrai. Par contre, attention, j'apprends très vite. Et 8 ans après, je gagnais mon premier grand chelem comme coach. Ah, fort, bravo. Donc voilà l'histoire, voilà comment je suis devenu coach, parce que par nécessité. Et ensuite, les joueurs de mon académie m'ont demandé, d'abord un gamin de 10 ans que j'adorais, un néo-zélandais, un petit gosse qui était top, incroyable personnalité. J'ai commencé avec lui. Il s'appelle Sébastien Lavie. Il n'est pas devenu un grand joueur, par contre, il est devenu un grand coach, puisque aujourd'hui, il a la plus grosse académie de Nouvelle-Zélande. Et c'est un type qui est. Je suis extrêmement proche toujours, et c'est quasiment mon fils. Il a même vécu chez moi avec mes enfants, parce que ses parents sont repartis en Nouvelle-Zélande. Il était seul, du coup, je l'ai pris chez moi. On va parler de tes enfants après, plus tard, pour comprendre justement la différence, comment tu fais, est-ce que tu les écoutes, est-ce que tu es plus... On va reparler. Juste, Marco Baghdatis, c'est intéressant. En 98-99, tu l'entraînes, il a à l'époque 13 ans. Je sais que c'est un regret pour toi, et c'est intéressant aussi de parler des erreurs pour comprendre l'humain. Quelle erreur t'as fait avec lui? J'ai fait plein d'erreurs avec Marcos. D'abord, c'est quelqu'un que j'ai eu très jeune, et j'ai fait l'erreur que font beaucoup de parents, c'est-à-dire c'est de ne pas voir ses enfants grandir et ne pas les laisser devenir adultes. Et d'avoir l'impression qu'ils t'appartiennent d'une certaine manière. Ce qui est un sentiment très humain, surtout quand tu t'es investi beaucoup avec des jeunes, des enfants. C'est dur de les voir adultes, etc. Donc ça, c'était une première erreur que j'ai faite. J'ai très mal communiqué avec lui, très très mal. J'étais beaucoup dans l'émotion, alors qu'un coach ne doit pas du tout être dans l'émotion. Alors, ne pas être du tout, c'est quasiment impossible, mais en tout cas, il faut toujours se distancier par rapport à l'émotion et surtout pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion. L'émotion, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie parce que c'est fabuleux.
pour ça qu'on aime le sport, ça te procure des émotions, Exactement. la musique, enfin, tout le monde, les films, tout ce qui va te procurer les gens des sont émotions. tous à leur recherche d'émotions. Les gens, ils se droguent pourquoi? Pour avoir de l'émotion aussi. Bon, c'est pas une bonne manière de le faire, mais je veux dire, C'est la moins bonne en tout cas. c'est la moins bonne. Mais la 3/4 des choses que font les gens, c'est pour avoir de l'émotion. En revanche, l'émotion, c'est très dangereux. Tous les gens qui se déchirent, c'est parce qu'ils ont de l'émotion. Tous les gens qui s'aimaient et qui se haïssent, c'est parce qu'ils ont de l'émotion. Tous les gens qui vexent les autres, toutes les relations qui se détériorent, c'est à cause de l'émotion aussi. Donc en fait, l'émotion, c'est vraiment à double tranchant. Donc évidemment, il en faut, sinon on serait même pas humain. Mais il faut arriver à se distancier et ne pas prendre des décisions ou dire des choses sous le coup de l'émotion. Les choses que tu regretteras le plus dans ta vie, les choses que tu as dites que tu regrettes le plus dans ta vie, c'est les choses que tu as dites sous le coup de l'émotion. Et après, tu te dis, mais pourquoi j'ai dit ça? J'aurais jamais dû dire ça, c'est horrible. Ouais, mais j'étais dans l'émotion. Bon. Après, il faut arriver à s'excuser, c'est encore autre chose, mais c'est pas le plus facile. Mais c'est mieux de pas le faire. Parce que tu sais, les choses que tu as dites, tu as beau t'excuser, tu les as dites. Et tu ne pourras jamais revenir dessus. Et je l'ai vécu, je l'ai vu maintes et maintes fois, donc c'est quand même mieux de l'éviter. Il vaut mieux toujours fermer sa gueule que de l'ouvrir et de le regretter. D'ailleurs, c'est une de mes phrases préférées d'ailleurs. C'est mieux de... Attends, c'est une phrase en anglais, donc je vais la dire en français. Il vaut mieux garder sa bouche fermée et avoir l'air idiot plutôt que de l'ouvrir et qu'il n'y ait plus aucun doute sur la question. Mais elle est pas mal, ça, elle est géniale. En anglais, elle est beaucoup mieux. Donc, j'ai eu beaucoup d'émotions avec Marcos parce que c'était comme mon fils. Je le sentais... j'ai senti qu'il n'était pas assez reconnaissant de tout ce que j'avais fait pour lui. Ce qui était vrai, j'avais fait énormément pour lui. Mais c'est hors sujet de lui demander d'être reconnaissant. Tu fais pas les choses pour les gens pour qu'ils soient reconnaissants. Bon, mais c'était des trucs d'émotion. Hein, ouais, c'est des erreurs, ça fait partie de ton parcours. Et tous ces trucs-là, ça a détérioré énormément ma relation avec lui. Et il a perçu finalement qu'en fait, tout ce qui m'intéressait, c'était le business, que j'avais tout fait par intérêt, ce qui était évidemment complètement faux. Mais on n'a jamais réussi à reparler de ça parce qu'en fait, il ne veut pas parler. Je le recroise souvent, parce qu'en fait, il est toujours dans le tennis. Donc, mais bon, c'est triste. C'est comme ça qu'on apprend, malheureusement. Exactement, c'est ce que tu disais. Puis après, tu vas faire différemment avec le joueur d'après. Et puis tu vas Bien sûr. grandir avec. Et c'est pour ça, si je lui avais dit à l'époque, c'est de sa faute, c'est un con, ce qui était facile à dire, parce que j'avais plein de choses objectives où je pouvais dire que c'était un con. Sauf que c'était pas un con. C'est juste que notre relation s'était détériorée et que du coup, De par ta faute aussi, comme tu disais, il faut prendre sa part de responsabilité. Et je me suis dit, quelles sont les erreurs que j'ai faites pour en arriver là avec lui, alors que je le considérais comme mon fils? Comment c'est possible? Et j'ai appris, au lieu de blâmer l'autre, j'ai compris toutes les erreurs que j'avais faites. Et du coup, ça m'a permis de ne pas les refaire. Dans la communication et dans plein de religions, il faut demander pardon, etc. Je disais tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire maintenant avec du recul? Quand tu dis quelque chose sur le coup de l'émotion, ça doit t'arriver comme tous les êtres humains, parfois un peu trop. Est-ce que tu arrives à dire pardon? Aucun problème. Ou à tes enfants, quand tu dis un truc trop sévère? Je le fais souvent. C'est pas facile à faire. Hein. Non. C'est très dur. Non, mais déjà, il faut le penser. Ouais, exactement. Il faut déjà se dire, j'ai fait une erreur. Il faut déjà accepter l'idée qu'on ait fait une erreur. Mais tout ça, c'est très, très important. Et tout est lié à la confiance en soi. C'est toujours pareil. Quand on a confiance en soi, il n'y a aucun problème à se dire qu'on a fait une erreur. Les gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, souvent, c'est des gens qui manquent de confiance en eux. Et ils ont l'impression que de reconnaître une erreur, ça va les affaiblir encore plus. Et ils cherchent à garder toute la confiance qu'ils ont. C'est une attitude vraiment protectionniste, mais qui est catastrophique, parce que c'est une attitude qui ne permet pas de progresser dans la vie. En 2000, donc tu as 30 ans, tu vas créer la structure dont tu parlais avant. Tu vas signer des futurs talents comme Marion Bartoli, j'ai noté, qui arrive pour... Qui est dans nos murs, d'ailleurs, aujourd'hui. Qui est quoi? Qui est dans nos murs aujourd'hui. D'accord, qui est là, ok. Donc en 2006, là où tu vas commencer à entraîner en professionnel, tu le disais juste avant, tu disais que tu avais jamais donné de leçons, mais que tu allais apprendre vite. 8 ans après, tu vas gagner un grand chelem. Qu'est-ce qui fait un bon coach? Comment on apprend à coacher finalement? Alors, c'est pas que entraîneur. Tu vois. Non, bien sûr. Coaching, c'est encore différent. J'ai une énorme chance, c'est que je ne sais rien. Non, mais je te jure. Je suis un imposteur. Tu dis pas ça maintenant? Mais bien sûr. Mais c'est ça l'énorme chance. En fait, les gens, ils ont tous appris. Et quand tu as appris, tu as fermé plein de portes, en fait. Et tu penses que tu sais. Ce qui est de pire. Quand j'ai commencé à coacher, je savais rien. Donc j'avais aucun a priori sur rien. J'étais ouvert à tout. Et j'étais dans la recherche de solutions. C'est quoi coacher? C'est démarrer une activité avec quelqu'un qui en demande, qui veut devenir meilleur dans quelque chose qu'il fait. En l'occurrence, c'était du tennis, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Bien sûr. Et j'aurais eu la même attitude et ça aurait marché de la même manière si ça avait été pour que le mec devienne
prof de maths ou si vous voulez faire de l'aviron, peu importe. C'était pas un problème d'activité. Tu pars à zéro dans cette activité. Je connais le tennis, oui, mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est quoi? C'est j'observe la personne dans son intégralité, ses qualités, ce qu'elle sait faire de bien. Je dis elle parce que c'est la première que j'ai en tête, avec qui j'ai fait un gros boulot, c'était une fille. Là où elle en est, émotionnellement, en termes de confiance en elle, et comment, à partir de... Quelle est ma matière pour commencer à construire quelque chose pour elle? Construire sa confiance, construire ses armes, construire quelque part un guerrier qui va au combat pour gagner des matchs. Là, tu parles d'Anastasia? Non, je parle d'une fille qui s'appelle Irena Pavlovic. C'était encore avant. Encore avant, parce que j'avais noté Anastasia Pavlyuchenkova, tu es passé de la 350e à la 25e place mondiale, félicitations. Merci. Est-ce que tu as déjà menti à quelqu'un pour le faire avancer? Bien sûr. C'est vrai? C'est intéressant. Comment? En fait, coacher, je dis souvent ça, hein, coacher, c'est prendre des positions. C'est-à-dire, je vais décider de te dire cette chose-là, de te le dire à ce moment-là. De te le dire, je ne suis pas obligé de te le dire. Il y a 1 million d'informations par jour. Je ne vais pas donner toutes les informations. C'est à moi de les traiter. C'est à moi de décider quelles sont les informations les plus importantes, qui sont vitales. Et c'est à moi de faire en sorte de te passer l'information et qu'elle te permette de faire des choses. Bon. Donc, est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas? Quand est-ce que je le dis? Comment je le dis? Où je le dis? Que l'information soit vraie ou pas vraie, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel résultat j'ai envie d'obtenir pour toi. Et si ça doit passer par un truc qui n'est pas vrai, peu importe. J'ai l'exemple que je raconte souvent avec Serena, où j'ai menti à Serena. Mais j'ai bien fait de mentir. Ça a marché. Et en fait, le mensonge que je lui ai dit est devenu réalité. C'est quoi, par exemple? Elle était à Wimbledon, et en fait, elle ratait tout au filet. Donc, comme elle ratait quand elle montait au filet, toutes les balles courtes, elle hésitait à y aller parce qu'en fait, elles allaient l'amener naturellement au filet. Or, c'est un endroit où elle n'avait pas confiance parce qu'elle avait tout raté depuis le début du tournoi. Elle volleyait mal. Mais en général, ça n'a jamais été son point fort. Et là, dans ce Wimbledon-là, elle a très très mal commencé. Et évidemment, c'est un cercle vicieux. Tu commences à rater les volets, du coup, tu commences à hésiter, t'hésites, t'en rates encore plus, etc. Et je me dis, si j'arrive pas à enrayer ça, elle gagnera jamais Wimbledon. Pourquoi? Parce qu'en fait, les balles courtes, elle n'ose pas rentrer dans le terrain pour les attaquer parce que ça l'amène au filet. Donc, si elle rentre pas dans le court, elle va pas gagner les points. Elle sera beaucoup moins efficace. Et donc, il faut que j'arrive à la convaincre d'aller au filet. Et après un match qu'elle gagne très difficilement au début de tournoi, je lui dis, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est que tu as un taux de réussite au filet exceptionnel. Elle me dit, ah bon? En fait, je lui dis pas comme ça. Je lui dis, tu sais, le moment où je me sens le mieux, moi, c'est quand je vois une balle courte et que je sais que tu vas monter au filet. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que tu as 75% de réussite au filet. Alors que tu n'as que 55% au fond du court. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, c'est incroyable, je pensais que j'étais nul au filet. Je lui dis, tu peux penser ce que tu veux, mais moi, c'est pas moi qui te le dis. C'est les stats. Donc, si tu veux. Et comme elle me fait confiance à 100%, elle n'a même pas regardé les stats. Elle s'est sentie en confiance? Et elle y a cru. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à faire les choses complètement différemment, à monter au filet avec une attitude différente, et elle a effectivement eu 75% de réussite au filet jusqu'à la fin du tournoi, qu'elle a gagné d'ailleurs. Donc en fait, j'avais juste anticipé sur... T'es fort. J'ai pas menti. J'ai anticipé sur une situation que comme je l'ai convaincu, c'est devenu réalité. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux anticiper des choses pour... J'ai toujours dit, par exemple, si quelqu'un a un point faible, je vais lui dire que c'est son point fort. Mais je le pense. Le problème, c'est que je le pense. Si tu es faible mentalement, je vais te dire que tu es hyper fort mentalement et je vais te montrer comment. Et je vais te mettre dans des situations où tu vas l'être. Et petit à petit, ça va devenir vrai. En fait, j'aurais juste anticipé, j'ai pas menti. Il y a des coachs français qui sont très connus dans plein de domaines depuis des années. Il y a eu Giroud, par exemple, qui a été un grand coach de foot à l'époque. Philippe Lucas, pour parler d'un coach de natation, de Laure Manodou à l'époque aussi. Je connais bien les deux. Est-ce qu'il faut être très autoritaire? Là, tu vois, par exemple, Giroud, il me disait, moi, j'étais très autoritaire. Alors, Giroud, c'était un personnage, il allait voir les joueurs en boîte, il les engueulait, il disait au videur, il leur donnait un billet pour plus laisser rentrer les joueurs. Il donnait même des billets aux péagistes pour savoir quand les mecs sortaient d'Auxerre et tout vers Paris. Oui, je sais, je connais l'histoire. Tu connais l'histoire, il y avait des cadenas aux mobilettes et tout. Est-ce qu'il faut être vraiment très autoritaire? Parce que si on veut être à un très gros niveau, il faut de l'excellence et il n'y a pas du tout de choix d'être, tu vois, de rentrer trop tard, voilà. Alors, je pense que les gens confondent autorité et exigence. L'exigence, on doit être à 100% d'exigence. L'autorité, pas du tout. Pas forcément. En fait, il y a un coach idéal pour chacun. Et j'essaie d'être ce coach-là pour chacun. Et c'est une personne différente à chaque fois. Avec certains, il faut être autoritaire parce qu'en fait, ils ont été
éduqués dans un environnement autoritaire et ils n'arrivent à s'épanouir et à donner le meilleur d'eux-mêmes que dans un environnement autoritaire. Là, je peux être extrêmement autoritaire. J'ai déjà été extrêmement autoritaire. Par contre, je peux être pas du tout autoritaire s'il faut. Parce que tu n'as pas besoin. Si le gars il est exigeant avec lui-même. Exactement. Avec Serena, par exemple, j'avais pas besoin d'être autoritaire. Par contre, il y avait plein de fois où c'est ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Je créais un environnement qui faisait qu'elle était capable de donner le meilleur d'elle-même. Et souvent, c'était le conflit. Il fallait que je crée un conflit avec moi. Quand elle était en conflit, Serena, elle fonctionnait très différemment de beaucoup de gens, mais ils sont tous différents. Par exemple, beaucoup de gens pensent que pour que les gens soient efficaces, il faut qu'autour d'eux, ce soit l'harmonie. Tu vois, pas d'engueulade, que le team, tout le monde aille bien, ça. En théorie, c'est vrai. En pratique, c'est pas toujours vrai. Serena a toujours été meilleure quand c'est le chaos autour d'elle. Que tout le monde s'entretue, que tout le monde se déteste, que ça gueule. Là, elle est très forte. C'est là qu'elle joue le mieux, c'est là qu'elle donne le meilleur. Pour la pousser un peu dans ses retranchements, dans ses Je vais dire des choses qui vont la rendre complètement dingue. Elle a envie de me tuer. Bon, c'est un peu dangereux, mais... mais c'était les meilleurs entraînements qu'elle a produits. Hein. Après, imposer le respect, c'est pas forcément en criant fort et en parlant mal aux gens. J'ai jamais parlé mal aux gens. Déjà, je supporte pas ça. Donc, humilier les gens, mal leur parler, ça, c'est un truc que je ferai jamais. Je peux être pour énerver Serena Williams volontairement. Oui, mais je l'énerve, mais je vais pas l'humilier, je vais pas mal lui parler. Mais je vais lui dire un truc qui, je sais, va la mettre dans un état d'énervement avancé. Pour comprendre ta rencontre, 2012, on est en 2012, tu as 42 ans à l'époque. Comment elle te demande de l'entraîner? Comment ça se passe? Comment je la rencontre? Écoute, je la connais un petit peu. D'abord, c'est un micro-milieu. Je connais 100% des joueurs, hommes et femmes, du circuit, parce que c'est comme une caravane qui va de pays en pays avec toujours les mêmes gens. C'est un peu comme la F1, tout le monde se serre la main et s'est déjà rencontré, quoi. En tout cas. Exactement. Donc on se connaît, mais comme ça, ni plus ni moins. Et puis Serena, elle a la carrière qu'elle a. Elle a 13 tournois du Grand Chelem. Elle a 30 ans. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas gagné un Grand Chelem. Et elle pense qu'elle est un peu en fin de carrière. Et c'est pas quelqu'un qui aime l'échec. Et donc elle veut remporter un dernier Grand Chelem avant d'arrêter. Et elle perd au premier tour de Roland Garros. Première fois de sa carrière qu'elle perd au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Et elle est au fond du trou, quoi. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas gagné un Grand Chelem, elle perd au premier tour de Roland Garros. Elle a 30 ans. Et elle est à Paris, après Roland Garros. Et elle sait que j'ai une académie à Paris à l'époque, parce que j'étais pas encore dans le sud de la France. Donc j'avais le même bronzage que toi. Et donc, elle m'appelle. Et elle me dit, est-ce que je peux venir m'entraîner à ton académie quelques jours? Parce que j'ai Wimbledon juste derrière et je joue pas bien, ça, je suis pas contente. Je lui dis pas de problème. Et lorsqu'elle vient, j'ai organisé, elle m'a demandé 2 sparring partners, donc 2 gars pour jouer en face d'elle, et seule face à 2 gars. Et moi, je viens, mais je reste à l'extérieur du terrain, je viens juste pour vérifier que tout se passe bien, qu'elle a ce qu'il lui faut, etc. Et elle joue 45 minutes comme ça. Donc je regarde de l'extérieur, elle finit, c'est 45 minutes, elle va s'asseoir pour boire un coup, et elle se retourne vers moi, et elle me dit « Talk to me, parle-moi ». Je m'y attendais pas du tout, alors vraiment pas du tout. Et donc, je rentre sur le court. Et je lui réponds, écoute, j'ai vu ton match, que tu as perdu au premier tour, là, et je vois toutes ces erreurs que tu as faites pendant ce match, et quand je vois ton entraînement, tu fais les mêmes erreurs. Donc c'est un peu embêtant parce que tu vas continuer à les faire. Elle me dit, ah bon, lesquelles? Donc je lui explique. Elle me dit, est-ce qu'on peut bosser dessus? Je lui dis, pas de problème. Elle me dit, on y va. Et donc je rentre sur le court et je commence. Et donc je fais la séance. À l'époque, j'entraîne un joueur qui s'appelle Grigor Dimitrov, mais en l'occurrence, il n'est pas là cette semaine. C'était une semaine où il partait en tournoi sans moi. Donc elle me demande si je peux ensuite, donc on finit l'entraînement, elle me dit j'ai adoré, est-ce qu'on peut faire demain aussi? Je dis ok, on fait le lendemain, puis le surlendemain, puis elle devait partir, elle me dit finalement, si je reste quelques jours, est-ce qu'on peut continuer? Je lui dis oui, donc on fait toute la semaine. Elle repart aux États-Unis, moi je pars à Wimbledon, elle part aux États-Unis juste quelques jours avant d'aller à Wimbledon, et la veille de son départ pour Wimbledon, je suis moi déjà à Wimbledon avec mon joueur Dimitrov, elle m'appelle et elle me dit est-ce qu'on peut se voir demain? Je lui dis oui, on se verra après-demain. Non, demain. Elle me dit j'arrive demain, je voudrais te voir demain. Ok. Et donc on va dans un café à Wimbledon et elle me dit écoute, je me sens hyper bien avec toi, j'ai jamais eu un coach, à part mon père. C'est la première fois de ma vie que j'ai un coach. Oui. Pour ceux qui ont vu, il y avait La méthode Williams, c'est le film où Will Smith joue le papa des sœurs Williams et qu'il les forme. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est ça. Ouais, c'est leur père qui va les accompagner au départ. Ouais, très très bon film. Très très bon film, ouais. Will Smith, c'est incroyable. Moi qui connais très bien le père Williams, c'est hallucinant. C'était lui, ouais. Ah, mais c'est fou. D'ailleurs, il m'a dit un truc très très bien. Parce que si tu revois le film, tu vas y penser. En fait, le père Williams, il a un truc, c'est que il a une manière de regarder qui est différente. Et en fait, quand j'ai rencontré Will Smith pendant à la première du film, je lui ai dit mais comment t'as fait? Je lui ai dit c'est incroyable comment tu ressembles au père Williams, alors qu'a priori tu ne ressembles pas du tout. Il m'a dit oui, mais tu sais pourquoi? Il m'a dit je me suis rendu compte qu'il ne regardait pas les gens, il regarde à travers les gens.
Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, putain, mais il a raison. Il a une espèce de regard un peu vitreux, où tu as l'impression qu'il te transperce. Et il a une manière de regarder qui est unique. Et en fait, il a réussi à retranscrire ça. Bon, bref, ça me C'est hyper intéressant. Il bosse à ce point-là, les passages. Oui. Ah oui, mais incroyable. Mais vraiment incroyable. Tu peux pas imaginer. Je te dis, le père Williams, il a une manière de se comporter que j'ai jamais vue. J'ai jamais vu personne se comporter comme ça. Et Will Smith, il a tout capté, y compris dans le regard. Son regard sur les gens et les choses, il a réussi à le capter et à le reproduire à l'identique. Juste un truc, il n'y a pas une histoire où tu as appris la politesse à Serena Williams? C'est quoi cette histoire? Alors, donc on commence. Elle me demande à Wimbledon si je peux faire le tournoi avec elle. Je lui dis si Grigor Dimitrov est d'accord que je le fasse avec vous deux, je le fais. S'il n'est pas d'accord, j'ai un engagement vis-à-vis de lui, donc je le ferai pas. Et Grigor m'a dit oui, donc j'ai coaché les deux. Et en l'occurrence, Serena a gagné Wimbledon en simple et en double. Donc il y a une vraie différence. Ouais. Puis on est parti aux Jeux Olympiques. Parce qu'il y avait les Jeux Olympiques 3 semaines après, comme cette année d'ailleurs. Pareil, après Wimbledon, juste après. Et elle a gagné médaille d'or en simple et en double aux Jeux Olympiques. Puis on est parti à l'US Open, elle a gagné l'US Open. Puis elle a fait le Masters en fin d'année, elle a gagné le Masters. Alors qu'elle avait perdu au premier tour l'année d'avant. Donc il y a une vraie différence. Ah oui, ça. Et elle est redevenue numéro 1 mondial, et ensuite on a fait elle a gagné 10 grands chelems. On a gagné 10 grands chelems ensemble pendant 3 ans et demi. Elle est restée numéro 1 mondial 3 ans et demi consécutifs, ce qu'elle n'avait jamais fait dans sa carrière. Donc ces 4 meilleures années de sa carrière, c'est entre 30 et 34. C'est quand on travaille ensemble. Tu crois qu'il y a eu un impact sur sa victoire? Non. Et donc, oui, donc on est à Wimbledon, premier entraînement. Je l'attends sur le court, elle arrive. Et au moment où elle arrive, donc elle passe en face de... Je suis sur le court, tu vois, elle passe devant moi, elle va s'entraîner avec moi. Et je lui dis bonjour. Et elle passe comme ça, comme si elle ne me connaissait pas. Elle passe à côté de moi, comme ça, elle ne me regarde même pas. Pas bonjour, rien, elle ne me regarde pas. Je suis un peu surpris, tu vois. L'entraînement démarre, elle commence à taper et tout. Et puis au bout de 10 minutes, tu vois, je vais lui dire un truc, donc je commence à lui parler. Et elle ne me regarde pas. Elle ne me répond pas. Comme si je n'existais pas. Pourquoi je fais ça? Alors, pourquoi, je vais te dire. Je pense qu'elle le fait plus ou moins volontairement quand même. Je pense que c'est comme ça qu'elle prend le pouvoir sur les gens. D'abord, elle est très intimidante, naturellement. Elle a vraiment un charisme incroyable. Quand tu l'as à côté de toi, je dirais, elle remplit toute la pièce. Hein. Elle a déjà physiquement, elle avait les cheveux comme ça, elle prend de la place, et puis elle a un charisme. C'est un truc que tu peux pas, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Et elle se rend compte qu'elle fait peur aux gens. Et en fait, cette manière de se comporter fait que les gens, après, ils ont peur d'elle. Et quand ils ont peur d'elle, c'est elle qui a pris le pouvoir. Et je pense qu'elle me testait, mais elle le fait avec tout le monde. Hein. J'ai vu faire ça avec tout le monde. Sauf que tout le monde s'écrase, en fait. Et après, c'est terminé. Mais après, t'es mort. Et puis même pour un coach, c'est pas bien de s'écraser. Bah non. Tu peux pas. Il faut te faire... Si le joueur te respecte pas, s'il a pas une confiance totale en toi, s'il a pas envie de t'écouter, tu peux pas travailler. Et je lui dis, il y a 3 règles avec moi que tu vas les respecter. Et je lui parle comme ça. Il faut te dire que personne ne lui parle comme ça. Et en plus, c'était mon premier jour. Donc, les mecs m'ont dit, quoi, t'en fous. Bon, bah, c'est son dernier jour. Premier et dernier. C'était un risque. Ah bah c'était un risque énorme. Mais bon, si à partir du moment où tu vas donner du temps, il faut que ça serve à quelque chose. C'est pas ça, c'est que je me suis dit, si je ne fais pas ça, elle a pris le pouvoir et moi je l'ai perdu, bah c'est terminé. Je vais être un pantin pendant tout le truc, ça sert à rien. Aucun intérêt. Donc soit je reprends le pouvoir tout de suite, soit ça sert à rien, vaut mieux que j'arrête. Et donc j'accepte l'idée, et c'est pour ça que je dis toujours, quand tu es coach, tu dois accepter de prendre le risque de perdre ton job. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu peux pas coacher. Bon. Et je lui dis, donc il y a 3 règles, tu vas les respecter. Règle numéro 1, quand tu arrives le matin, tu me regardes, tu me dis bonjour. Règle numéro 2, quand je te parle, tu t'arrêtes, tu me regardes et tu me réponds. C'est clair? Et là, elle me dit, et la règle numéro 3. Et je dis, putain, merde, je l'ai oublié. Je dis, la 3, je sais pas, mais ça me reviendra et je te le dirai. Mais les 2 premières, et voilà, et ça a tout changé. Waouh, ok. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, là? Elle t'a respecté dans ses yeux, t'as vu le... Un mois après, elle m'a dit, quand t'as fait ça, ça a été... Elle m'a dit, j'ai jamais respecté quelqu'un comme toi. Mais donc parfois, pour se faire respecter, il faut savoir... Il faut savoir refuser qu'on te traite de manière anormale. C'est très important ce que je viens de dire. Ouais, les gens acceptent trop, qu'on se comporte mal avec eux. Le père de Serena s'est comporté horriblement mal avec moi, mais t'as même pas idée. Mais je le comprends, tu vois. Je le comprenais intellectuellement, émotionnellement. J'ai pris sa place. Ça faisait 30 ans qu'il se battait pour sa place. C'est un gars qui s'est battu contre... il a fait un miracle aussi. Ouais, il a fait des choses exceptionnelles. Il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. C'est un noir qui arrive dans un monde de blancs, où il n'y a pas un black, tu vois. Il a dû s'imposer.
Il a sacrifié toute sa vie pour ça, et il y a cette espèce de con qui arrive et qui prend sa place. Horrible, quoi. Non, mais je comprends. N'empêche que j'y suis pour rien, tu vois. Moi, j'ai rien demandé. Serena m'a demandé de faire ce job. J'ai demandé à Serena d'être claire avec lui. Bon, tu vois, j'étais correct avec lui. Moi, j'ai rien à me reprocher, donc je suis à l'aise. Et quand il se comporte très mal avec moi, même si je le comprends, je l'accepte pas. Et donc, ça a été un gros combat avec lui, énorme. C'est allé mieux après ou pas? Après, c'était très bien. Quand ça a marché? Ça a été il a été fantastique après. D'un autre sens, c'est un mec exceptionnel, vraiment. Je valide pas tout ce qu'il a fait, mais après, qui suis-je pour valider ou pas? Mais en tout cas, j'ai un respect exceptionnel pour ce qu'il a réalisé. Je trouve ça incroyable. Pour moi, il n'y a personne dans le sport qui a fait ce qu'il a fait. Je trouve que c'est hors norme de prendre 2 gamines et d'en faire 2 numéros 1 mondial dans le sport le plus dur au monde. Ouais, c'est fou, c'est fou. C'est-à-dire le plus compétitif au monde pour des femmes. Sans avoir d'argent. Sans avoir un rond, en n'y connaissant rien. Il connaissait rien, mais qui n'a jamais joué au tennis de sa vie. Ah, c'est irréel. Mais quand tu connais le mec, tu comprends pourquoi c'est possible. Il a des qualités hors normes. D'abord, intellectuellement, il est très au-dessus de la moyenne. Et 2, il fait passer ses gamins avant tout. Alors que les 3/4 des parents que j'ai vus dans le tennis, pour pas dire tous, ils font passer leur intérêt avant celui de leur gamin. C'est-à-dire qu'ils préfèrent que le gamin soit un peu moins fort et qu'il soit toujours là, plutôt qu'il soit plus là et que le gamin soit très fort. Et là, il y a un espèce de conflit qui est très très malsain. Et lui, celui-là, il l'a résolu. C'est-à-dire qu'il a été capable de dire à un moment, Patrick, il est meilleur que moi, je dégage. Là, putain, quand il a fait ça, je me suis dit, le mec, c'est exceptionnel. Non, il est exceptionnel, ce mec. Je suis pas meilleur que lui, mais je suis plus le mec de la situation, on va dire, à ce moment-là, pour sa fille, que lui. Et t'aurais peut-être été moins bon au départ, à l'époque, que son père. Il a été capable de se mettre sur le côté et de dire, j'accepte que ce gars-là, j'accepte, et je trouve ça bien, et je le valide, et je dis même à ma fille, tu fais le bon choix. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Toi, t'as 5 enfants. Ouais. On parle des enfants des autres, hein, du papa de Serena, mais comment tu les as éduqués? Tu disais tout à l'heure que tu étais vachement plus à l'écoute, etc., que tu n'avais pas été à l'écoute, machin. Est-ce que tu fais attention aux erreurs que tu as pu avoir, toi ou tes parents, pour les appliquer sur tes enfants? Évidemment, je pense que tous, autant qu'on est, d'abord, tous les parents essaient de faire le mieux possible. Tous. On fait du mieux qu'on peut. Mais on fait tous plein d'erreurs. Plein d'erreurs qui sont liées à ce qu'on a vécu, qui sont liées à tout un tas de trucs. Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'en vouloir de faire des erreurs. Il faut s'en vouloir de ne pas apprendre. C'est toujours pareil. Il faut s'en vouloir de ne pas se remettre en question. Ça, oui. Enfin, il ne faut pas qu'il faut s'en vouloir, parce qu'il ne faut pas le faire. Il faut vraiment faire les efforts. Et si on ne le fait pas pour soi, il faut le faire au moins pour les autres, pour les gens qu'on aime, pour ses enfants, pour la personne avec qui on vit. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Et oui, j'ai appris, bien sûr, j'ai appris. Après, est-ce que je suis bon avec mes enfants? Sûrement pas assez. Sûrement pas assez. Je suis pas content. Je trouve que je suis pas assez à l'écoute. Je peux faire beaucoup mieux. Je trouve que c'est très dur avec ses propres enfants parce que l'émotion, elle est multipliée par 10, quoi. Ah ouais. C'est dingue. Ma fille a joué au tennis. Une de mes filles, elle jouait très bien, elle était dans les meilleures françaises. Je ne pouvais pas aller la voir jouer. C'était insoutenable. Ah bon? Ah oui, je lui ai dit, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Je peux pas. J'arrive pas du tout à prendre de distance, parce que c'est ma fille. D'ailleurs, tous ses parents qui sont dans le tennis, je sais pas comment ils font. C'est-à-dire, tu n'arrives même pas à aller la voir sur le terrain, te mettre dans le gradin? Ah oui? Non. Elle joue plus, mais depuis longtemps, mais elle a arrêté assez tôt. J'ai divorcé quand elle avait 13 ans, donc quand j'ai divorcé, elle a arrêté. Mais par contre, oui, j'essaye de faire le mieux possible. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Je sais ce qu'il faudrait faire. C'est déjà pas mal. Quel conseil tu leur as répété toute leur vie? Est-ce qu'il y a un conseil que tu leur répètes? Alors d'abord, je déteste les conseils. Je suis anti-conseil, vraiment. Non, vraiment. On n'est pas là pour conseiller. D'abord, quand on conseille, c'est toujours par rapport à soi, qu'on le veuille ou pas. Même si tu donnes un conseil à l'autre, c'est par rapport à toi, à ton ressenti à toi, à ce que toi tu penses, à tes valeurs à toi. À ton expérience, ouais. On s'en fout de ça. Le sujet, c'est pas toi, c'est l'autre. Donc, que donner des conseils, j'aime pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est vivre l'aventure avec l'autre. Et puis, quand tu vis une aventure avec quelqu'un, une aventure humaine, tu traverses des moments où il y a des moments de doute, il y a des moments de questionnement, et là, tu vas aider l'autre à prendre les bonnes décisions, mais pas en le conseillant, en vivant le truc avec lui. En vivant le truc avec lui. Et là, t'as 5 enfants, il y en a qui jouent au tennis toujours, qui voudraient Non. Non. Mais je veux pas. C'est vrai? Non. Même si c'est ta passion, c'est marrant ça. Non, mais qui jouent, pas de problème, mais je veux pas qu'ils en fassent leur métier, ça non. C'est pas un métier que c'est pas un métier que je conseillerais, parce que c'est très dur. Alors, non pas que ce soit un problème d'être dur, hein, ça c'est super, il faut que ce soit dur. Mais quand je dis c'est dur socialement. En fait, tu es dans des avions toutes les semaines, toute l'année, t'as pas trop de vie sociale. T'as une pression, mais
permanente, tous les jours. Donc te construire là-dedans, c'est dur. C'est dur. Je ne devrais pas dire ça parce que ça fait 2 fois que je dis que c'est dur. Or, je veux que ce soit dur parce que la vie, c'est dur et c'est très bien. Et il faut que ce soit dur. Mais c'est pas la vie que je veux pour mes gamins. Voilà, on va dire ça comme ça. En 2021, tu vas soutenir le Tsitsipas, le joueur Tsitsipas, parce qu'on l'accuse de faire des pauses pendant les matchs pour aller aux toilettes et se faire coacher en cachette, ou alors pour casser le rythme du match. Je ne savais pas ça. On n'a pas le droit d'avoir un coach. Je pense que dans cette émission, on essaye de parler à tout le monde, y compris aux gens qui ne sont pas techniciens dans le milieu, pour intéresser tout le monde. Au tennis, on n'a pas le droit d'être coaché quand on est joueur pendant un match. Pourquoi ? Alors, on n'avait pas le droit. Ça vient de changer. Parce qu'en fait, le tennis est très fier de... Le tennis est un sport hyper conservateur, mais vraiment hyper conservateur, qui date d'il y a plus d'un siècle. Et en fait, c'est devenu une fierté pour les gens qui jouent au tennis, le milieu du tennis. Oh, le tennis, c'est le seul sport, on n'a pas besoin d'être coaché, les mecs doivent trouver par eux-mêmes les solutions, etc. C'est devenu une fierté. Et moi, j'ai toujours dit, c'est très triste. Bon, il n'y a pas de raison d'être fier spécialement. D'abord, c'est hyper faux cul parce qu'en fait, tout le monde coach en douce, ils font des gestes, ils font tout le monde. Ah, c'est vrai. Tout le monde, depuis toujours. C'est pour ça qu'ils regardent souvent dans le public, sur les. Et puis si tu veux tricher, c'est facile. Hein. Tu demandes, tu prends un autre gars qui n'a rien à voir. Dans le public, tu lui envoies des textos, le mec il parle. Enfin bon, dans une langue. C'est vrai. Bon, c'était vraiment une hypocrisie absolue. Bon, ça c'est un premier point. Déjà, c'était pas vrai. Déjà, jamais été vrai. Il y a eu du coaching depuis que le tennis existe. Il y a du coaching. 2. Je trouve ça dommage parce que je trouve que les moments de coaching, c'est des moments exceptionnels de sport. Tu vois, dans tous les autres sports, les moments de coaching. Ah, je suis d'accord, au bord du terrain, sur le foot. Et tout, des moments inspirants, des moments où il se passe des trucs, des moments où tu as des interactions, où tu as de l'émotion. Tu as de l'humain, ouais. C'est partie du sport, quoi. C'est l'histoire du sport et le coaching, c'est lié, c'est comme ça. Et je trouve que pour le public, c'est génial même d'assister à des moments de coaching. Ça permet de comprendre les stratégies, ça permet de mieux connaître les joueurs aussi parce que tu les vois dans des moments d'émotion. Moi, je trouvais que c'était un gâchis, ça, mais terrible. Voilà, et puis il y a eu un scandale avec moi et Serena, Serena et moi plutôt, à l'US Open, en finale, lorsque j'ai fait un geste, effectivement, de coaching, ce que je ne faisais jamais, mais elle était en perdition ce jour-là, et j'ai voulu l'aider. Et tu regardais à la cam ? Ah c'était diffusé dans le monde entier, c'était la finale de l'US Open, Serena Williams contre Naomi Osaka. Si tu veux. Non, mais toi, à l'image, ils t'ont vu, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai fait un geste. Il n'y avait pas de doute, quoi. Non, mais d'ailleurs, je l'ai pas nié du tout, d'ailleurs. Je l'ai pas nié du tout. Mais d'ailleurs, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que ça fait une histoire pareille ? Parce que, je veux dire, tout le monde coach tous les jours, sur tous les terrains. C'est quoi cette blague, là ? C'est bon. Mais bon, on est tombé sur un arbitre que je connais, qui est un gars qui a voulu faire un exemple, qui a pour moi un vrai problème d'ego. Il s'est dit, je vais me payer Serena devant tout le monde, c'est la classe. Bon, bref, c'était scandaleux. Pour moi, c'était une honte. Et donc, suite à ça, à mon avis, et à d'autres choses, ils ont décidé finalement de légaliser le coaching, et ils l'ont pas bien fait. Parce que ils ont dit maintenant on a le droit, mais bon, si tu veux, nous on est perché hyper loin dans le public, donc ils nous entendent même pas le joueur. On n'est pas bien placé, on voit pas bien ce qui se passe sur le court. Enfin bon, c'est ni fait ni à faire. Le public entend pas, donc c'est dommage. Du coup, en télé, tu perçois pas ce que le coach dit. Donc tous les avantages qu'on aurait pu en tirer, on les tire pas. Bon bref, peu importe. Mais bon, le coaching, ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais on y arrivera, ça c'est sûr. Il y a du dopage comme dans le cyclisme ou ça existe dans le tennis ? Alors oui, sûrement. J'ai aucune preuve de ce que j'avance, puisqu'il y a quand même quasiment personne qui se fait contrôler positif. C'est extrêmement rare. Ceux qui se font contrôler positif, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai une joueuse qui a été dans ce cas-là. Ce sont des gens innocents, tous, quasiment. D'ailleurs, ils finissent par être acquittés à chaque fois, parce qu'ils sont innocents. C'est des gens qui sont des victimes, en fait. C'est-à-dire ? En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de contamination. C'est-à-dire que c'est quoi les contaminations ? C'est un produit qui est dans ton organisme qui ne devrait pas y être, dans des quantités infiniment petites, mais tellement petites que ça n'a évidemment aucun effet, qui sont en fait soit des contaminations par personne interposée. Je te donne un exemple, je suis ton kiné, je prends des médicaments pour ma santé dont j'ai besoin, j'ai un problème de santé, et qui est un produit qui est sur la liste des produits interdits, mais je te masse tous les jours parce que je suis ton kiné, pas avec les mains, tu vas avoir des quantités ridiculement petites de ce truc-là. Mais quand tu es contrôlé positif. Bon. Ah oui, tu crois même en se faisant masser ? C'est pas ce que je crois, c'est sûr et certain. J'ai les plus grands spécialistes qui me l'ont certifié. Wow. C'est des choses qui ont été testées. Ou bien des produits, des compléments alimentaires. Tous les sportifs en prennent sans exception, c'est extrêmement important. Il y a des compléments alimentaires, il y en a de plus en plus qui sont contaminés aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des résidus de produits interdits dans des quantités ridiculement petites qui se retrouvent dans ces compléments alimentaires parce que c'est des grosses usines, qui n'ont pas bien nettoyé les trucs. Et le gars qui en prend, il n'a rien fait et il se retrouve... Donc... Ça, c'est bon. Ensuite, est-ce qu'il y en a beaucoup moins que dans le cyclisme ? Alors, je ne veux pas accuser le cyclisme. Alors, on va dire beaucoup moins que dans les sports de performance pure. Tous les athlètes,
l'athlé, c'est des sports qui sont relativement peu techniques par rapport à du tennis. Le mec qui court tout droit, bon, il y a la technique, mais... Ou en vélo aussi, il y a la technique. Mais je veux dire, la technique par rapport à du tennis, c'est 10%. Ça reprend 10% Le tennis, c'est un sport qui réclame une technique incroyable, une tactique incroyable, un mental incroyable. Je veux dire, un nombre d'aptitudes délirantes. Donc le dopage, ça fait courir un risque de santé déjà dramatique, mais au-delà de ça, un risque de se faire contrôler positif et d'être banni, pour un résultat qui est à des années-lumière d'être garanti. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que les gars, avant de se doper, réfléchissent 2 fois. Dans des sports de performance pure, si tu ne te dopes pas, c'est pas compliqué, t'as aucune chance. Donc, là, c'est plus une question, c'est une obligation. Donc, t'as beaucoup de sports dans lesquels c'est une obligation. Le tennis, pour moi, c'est des cas à part. J'ai des suspicions, je pense que tout le monde en a. Bon, si je te dis que j'ai des suspicions, ça reprend moins de 5 mecs sur tout le circuit, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Mais qui vont être quand même très haut en niveau. C'est pas les plus mal classés. Tu as sorti 3 livres. Non, tu as sorti 2 livres et tu vas en sortir un 3e, si je dis pas de bêtises. Le premier, c'était Éduquer pour gagner. L'autre, c'était Le coach. Et le 3e livre est en préparation. Il arrivera l'année prochaine. Je vous mettrai le lien quand il sortira, mais je vous mets déjà le lien des 2 premiers en cliquable sous la vidéo si vous voulez aller chercher ces livres. C'est des livres où tu donnes des conseils pour tous ceux qui ont envie de réussir dans le tennis ou dans tous les sports. Alors, le premier était assez tennis, Éduquer pour gagner. C'était l'éducation des jeunes pour qu'ils réussissent dans le tennis. Le deuxième, c'est plus une biographie. Mais évidemment, je raconte toutes mes histoires de coaching. Le troisième, c'est un livre de développement personnel. En fait, on m'a demandé de faire ce livre-là. Hein, donc un livre pour utiliser en fait tout ce que j'ai vécu moi, pour que ça serve aux gens, tout ce que j'ai surmonté, la manière dont je me suis construit ma confiance, etc. En fait, l'idée, c'est d'aider les gens à se coacher eux-mêmes. On est parti de ce principe-là. En fait, je me suis dit, qui a un coach, en fait? Quasiment personne dans la vie de tous les jours. Tu as 1% des gens qui ont un coach, mais qui font que les 99 autres %. Et l'idée, c'est de leur donner un guide pour qu'ils puissent s'auto-coacher et arriver à résoudre leurs problématiques et idéalement à obtenir la vie dont ils rêvent. Parce que finalement, c'est quoi le plus beau cadeau qu'on peut avoir? On est là pour un petit passage, ça va être, je t'ai dit, ça va être rapide. Très vite. Mais au moins que ce soit exceptionnel. T'as une académie, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'élèves, beaucoup de gens qui habitent même pas loin, qui viennent profiter des terrains de tennis. Tu vois plein de gens, de types de joueurs différents. Est-ce que tu as déjà des gens qui sont arrivés de l'étranger très riches et qui t'ont dit « je veux que mon fils soit le numéro 1 mondial, je suis prêt à payer n'importe quoi pour y arriver ». Est-ce que tu as déjà des parents qui poussent comme ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et tu leur dis ça sera pas possible quand tu vois le niveau et qui continuent de te dire... J'ai jamais menti, je ne mentirai jamais. J'ai beaucoup de confrères qui sont les spécialistes de ça. « Ah, ton fils, il a un potentiel top 10, etc. » parce qu'ils font payer le gars. Ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Par contre, il y a un truc que je ferai jamais non plus. Je casserai jamais le rêve de quelqu'un. On m'a cassé mon rêve, je sais ce que c'est. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de rêver, il n'y a rien de plus beau dans la vie. Le rêve est toujours mieux que la réalité d'ailleurs. Et si le rêve de quelqu'un lui permet de se mettre en mouvement et de construire quelque chose, c'est extraordinaire. Donc je ne vais jamais dire à quelqu'un qu'il n'y arrivera pas. D'abord, j'en sais rien. Parfois, tu es très surpris par les gens, les évolutions des gens. J'ai plein d'exemples de joueurs. Marion Bartoli en a un bon exemple d'ailleurs. Il n'y a pas une personne dans le milieu du tennis qui pensait qu'elle serait forte un jour, à part moi, quand elle avait 14 ans. J'ai une anecdote d'ailleurs extraordinaire d'ailleurs sur le sujet. Or, elle est devenue vainqueur de Grand Chelem. Si, il y a elle qui y croyait, dur comme fer, et son père. Mais à part ça, dans le milieu du tennis, personne n'y croyait. Donc, pourquoi je vais aller casser le rêve de quelqu'un? Après, je vais pas mentir, je vais pas dire, moi, je pense qu'il va être numéro 1, etc. Non, ça non. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent... C'est très important de pas casser les rêves, parce qu'en fait, excuse-moi, je t'interromps, je pense que c'est hyper important. Quand je démarre avec Holger Rune, qui est le joueur que je coach là, il est 30e mondial, il a 19 ans. Okay, c'est le meilleur classement de sa vie et il vient de faire 9 premiers tours consécutifs. Il vient de perdre 9 fois au premier tour consécutif. Je démarre avec lui et il me dit j'ai 3 tournois, un ATP 250, un ATP 500, un ATP 1000. L'ATP 1000, c'est le plus gros après les grands chelems, d'ailleurs c'était Paris-Bercy. Il me dit je veux gagner les 3 de suite. Bon, n'importe quel coach dirait bon, le mec a complètement pété les plombs. Zéro chance. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit pas de problème, on y va. Il a gagné le premier, il a fait finale du deuxième, il a gagné le troisième en battant Alcaraz et Djokovic en finale. Pourquoi? J'ai pas mis de barrière. Si moi je dis j'y crois pas, terminé, c'est fini, il ne le fera pas, ça c'est sûr. Donc c'est très important
de laisser toutes les opportunités ouvertes et jamais de juger, de préjuger de ce que tu es capable ou pas capable de faire. On ne saura pas tant que tu n'auras pas essayé. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent un cours avec toi en particulier, qui sont prêts à payer plus cher pour que ce soit toi qui les coaches et quand ils viennent à l'académie comme ça? Oui, ça arrive. Ouais. Enfin, ça arrive souvent. Après, j'ai pas un temps infini, donc je le fais quand je peux. Ça m'arrive. C'est beaucoup plus cher un cours avec toi? Oui, ça n'a rien à voir. C'est l'ordre de quoi? Bah, c'est plus que... Je dis pas de bêtises, ça doit être à peu près 100 fois le prix d'une heure avec quelqu'un. C'est vrai? C'est combien? À peu près entre 10 et 15 000 euros l'heure. Pour l'heure? Ouais. Et il y en a qui le font? Ah oui, oui. C'est vrai? Il y en a même qui ont payé 35 ou 40 000 euros pour une heure, mais j'ai reversé À la fondation? les 3 quarts à la fondation. Ouais. Ah, waouh! Et parce qu'ils ils ont envie d'avoir le meilleur coach pour eux? Écoute, j'imagine que quand tu n'as pas de problème d'argent, tu as envie de t'offrir ce que tu penses être le mieux pour toi ou pour ton fils ou ta fille. Donc, il y avait un mème sur Internet là-dessus? ouais. Les 3 choses que je ne peux pas me payer, c'est ça? Ouais. Une maison, une voiture et une heure avec mon ratoglou. Qu'est-ce que l'UTS? Ça, c'est la 4e édition en 2024. Un tournoi que tu as créé, Ultimate Tennis Show, en gros UTS. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une ligue de tennis. C'est comme l'ATP. L'ATP, Okay. c'est quoi? C'est des tournois toute l'année avec un classement mondial. C'est pareil. C'est pareil, sauf qu'il y a beaucoup moins de tournois que l'ATP. On en fait pour le moment 4 par an. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de proposer une nouvelle manière de montrer du tennis. Le tennis, c'est un sport qui est historique, qui a plus d'un siècle d'existence, qui a une fanbase qui est très âgée, qui a 61 ans de moyenne. C'est la fanbase qui a été créée dans les années 70-80, dont je fais partie. En fait, cette fanbase a juste vieilli, mais les jeunes ne suivent absolument pas les jeunes ne suivent pas du tout le tennis, pas du tout. Pourtant, Roland Garros, c'est toujours plein chaque année. Ah, c'est plein, oui, ça c'est sûr. Mais âgé. Très âgé. Après, il y a des jeunes qui viennent, mais ils viennent à Roland Garros, mais après, ils ne suivent pas le tennis le reste de l'année. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, le tennis ne répond pas du tout au code de consommation des moins de 40 ans. Pas du tout. C'est très, très long. Ça dure très longtemps. C'est très lent. Il y a des temps morts sans arrêt. Le temps de jeu, c'est moins de 10% du temps. Tu te rends compte? 90% du temps, t'attends. Il ne se passe rien. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est impossible. C'est pas du tout authentique. Les mecs font tous croire qu'ils sont tous bien élevés, gentils, etc. Alors que c'est des tueurs à gages. Mais donc, c'est pas authentique du tout. Ça correspondait moins. Ça répond pas au code. Et donc, moi, j'ai créé UTS. Pourquoi? Parce que je veux créer une nouvelle fanbase pour le tennis. Je veux que les moins de 40 ans commencent à adorer le tennis. Et donc, pour ça, j'ai créé une ligue avec des matchs qui durent 45 minutes. Plus rapide. C'est le temps qui décide la fin des matchs, comme au foot, sauf que c'est pas 90 minutes, c'est 45 minutes, un match de tennis. Donc toutes les 45 minutes, tu as un match. Tu sais à quelle heure ton joueur va jouer parce que tu sais à l'avance. C'est hyper dynamique, il y a très peu de temps entre chaque point, tu as du coaching entre tous les points, il n'y a pas de temps mort. C'est entre le concert et le tennis, c'est un truc, tout le monde devient dingue. Les mecs, c'est une ambiance, mais tu n'as même pas idée. Tu peux pas imaginer un terrain de tennis où il se passe des trucs comme ça. Tout le monde a le droit de gueuler même pendant les échanges. Il y a pas. On a cassé toutes les barrières. Les joueurs ont le droit de casser des raquettes, de crier, de parler à l'adversaire. C'est la guerre, tu vois. Mais c'est la guerre dans le bon sens du terme. Pour moi, c'est ça le sport. Le sport, c'est des gens qui sont des athlètes passionnés, qui vivent leur passion et qui partagent avec tous les excès que ça comporte. D'ailleurs, dans tous les sports, il y a des excès. Bien sûr. Le tennis, non. Tu tapes ta raquette, t'es un méchant garçon. Tu vas prendre une amende. Attention. Non, mais tu vois, c'est des donneurs de leçons. C'est tout ce que je déteste. Donc. Voilà, ça marche très bien. Donc, on a fait une édition à Oslo. Là, on va faire New York. On fait ensuite Francfort, ensuite Londres. Voilà, on ne joue qu'avec 8 joueurs, que des top joueurs, que des joueurs qui ont des grosses personnalités, où il se passe des trucs. Gaël Monfils, Nick Kyrgios. Voilà, c'est ça, ça, c'est méga, ça, tu vois. C'est les mecs avec qui j'ai envie de jouer parce qu'il se passe des trucs incroyables avec eux. Ils sont fun. Ils sont fun et puis ils te font vivre le truc. Et quand tu vois les images du test, tu te dis putain, mais c'est de la folie, quoi. C'est du tennis, c'est incroyable. Incroyable du tennis comme ça. Et pour les gamins, c'est exceptionnel. Tu demandes à un gamin de 8 ans de rester 3 heures assis à regarder un match de tennis sans dire un mot, sans bouger. En plein soleil. Non, mais c'est impossible. Mais ils crient, ils sautent, ils sont libres. Les gamins, ils adorent. Il y a de l'ambiance, quoi. Mais une ambiance de fou. Qu'est-ce que tu penses du padel? C'est quelque chose qui est arrivé. Je vais te poser la question parce que c'est un vrai truc. En ce moment, il y a plein de terrains qui sont construits partout. Là. C'est très rapide aussi. C'est un peu comme du ping-pong géant, en gros. Même si t'es pas bon au tennis, tu peux renvoyer la balle. Qu'est-ce que t'en penses? Tu viens de répondre à tout. En fait, le padel, c'est la réponse aux problématiques d'aujourd'hui
du tennis. C'est quoi? C'est une société dans laquelle les gens, ils n'ont pas envie de travailler pendant 1 an pour commencer à s'amuser. Le tennis, c'est super technique. Pendant 1 an, tu t'emmerdes à faire tes gammes pour commencer à pouvoir t'amuser. Au paddle, tu prends une raquette, tu t'amuses tout de suite. C'est rapide, c'est de l'amusement immédiat. Bon, c'est plus facile. Bon, après, tu construis pas vraiment quelque chose. Alors que quand tu es joueur de tennis, tu as ça pour la vie, quoi. Donc oui, c'est super, j'adore le paddle, je trouve ça hyper ludique, c'est sympa. Voilà, maintenant, ça remplacera jamais le tennis. Et puis, c'est pas physique, je veux dire, comparé au tennis. Tu te rends compte, le terrain, il fait 1/3 d'un terrain de tennis. Tu joues à 4, tennis, tu joues à 2, ça fait 3 fois plus grand. C'est vrai. Physiquement, c'est le jour et la nuit. Mais le jour et la nuit. Et le tennis, c'est quand même le sport numéro 1, ça a été montré par plein d'études. C'est le sport numéro 1 au monde pour vivre plus longtemps et pour vivre mieux. Tu as 10 ans de vie supplémentaire quand tu joues au tennis régulièrement. Ah oui? 10 ans. 10 ans. Si tu fais du jogging, tu as 3 ans de vie supplémentaire. Si tu joues au tennis, tu as 10 ans. Toutes les études l'ont montré. Est-ce que, tu sais, quand tu analyses avec ton regard de coach un match de tennis, tu disais pour gagner, il faut une bonne préparation, de la concentration, bon état émotionnel. Si tu regardais ça sur ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? C'est intéressant aussi d'avoir le point de vue après. Alors, sûrement, hein, mais de dire que j'aurais fait des choses différemment, c'est dur vu que j'ai réalisé tous mes rêves fois 100, mais vraiment fois 100. Quand t'es gamin et que tu regardes la télé et que tu regardes Roland-Garros et que tu cours après l'école pour pouvoir regarder les quelques heures qui restent de Roland-Garros et que c'est le rêve de ta vie et que c'est comme un conte de fées Roland-Garros et que je me retrouve 20 ans après à moi commenter la finale de Roland-Garros et coacher la joueuse qui gagne les grands chelems, c'est dur de faire mieux. Donc j'ai sûrement fait plein de choses, pas forcément de la meilleure des manières, mais en tout cas j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Est-ce que je peux progresser? Oui, dans plein de domaines. La seule chose qu'on peut faire, c'est progresser. C'est le seul but de la vie, en fait. On va vous faire visiter en vidéo après l'Académie Mouratoglou. C'est quoi la prochaine étape pour terminer? Là, tu as fait quelque chose de plus en plus gros, de plus en plus grand. Tu sais que tu avais agrandi petit à petit, un hôtel, un campus et tout ça. Est-ce qu'il y a une prochaine étape que tu as prévue? Alors oui, on continue à s'agrandir ici, puisqu'en fait, on est plein. On a des listes d'attente pour les stages, des listes d'attente pour le tennis-études. D'abord, on a commencé à développer des tennis centers partout dans le monde. On en ouvre à peu près 10 par an. On en a à Dubaï, en Grèce, en Italie, en Malaisie, aux États-Unis, plusieurs. À New York, on ouvre New York, on ouvre Beijing, on ouvre la Floride, on ouvre le Texas. Donc on ouvre des tennis centers partout dans le monde. Aujourd'hui, on a la marque leader pour tout ce qui est entraînement de tennis. Leader dans le monde. Et puis, on réfléchit à ouvrir à d'autres sports aussi maintenant. Mais c'est un moment passionnant parce que... C'est quoi les autres sports que tu aimerais ouvrir? Le golf, le foot, le basket. Des autres sports très populaires, en fait, dans lesquels on peut construire une carrière aussi pour des jeunes. Ça donne accès aux universités américaines, c'est fabuleux le sport. De toute façon, c'est fabuleux le sport, il n'y a rien de mieux. En fait, je suis un fervent défenseur et adepte, pas défenseur parce qu'il n'y a pas besoin de se défendre, mais j'essaye de faire comprendre aux gens en France que le sport est absolument indispensable. Ce que les Américains ont compris depuis bien longtemps. C'est indispensable pour plein de raisons. D'abord, c'est extrêmement constructeur, ça te construit le mental de façon dingue, et c'est un complément à l'éducation traditionnelle qui est extraordinaire. On peut s'en passer, c'est un scandale, franchement. Ça t'apprend toutes les valeurs, le sport, toutes. À l'école, tu n'apprends pas toutes les valeurs. On peut te les raconter, mais tu les vis pas. Dans le sport, tu les vis tous les jours. Ensuite, tu construis ton corps pour ta vie, parce que ce que tu construis quand tu es jeune, physiquement, ce que tu construis, tu vas le garder toute ta vie. Ensuite, tu construis des aptitudes. Quand tu sais jouer au tennis, tu peux te lier avec plein de gens. Tous les gens importants de ce monde, ils jouent tous au tennis, ils aiment tous le tennis. Tous. C'est incroyable. Ensuite, c'est une question de santé publique. Aujourd'hui, avec les téléphones portables et toutes les tablettes, les gamins font de moins en moins d'activités sportives. Le prix va payer, il va être catastrophique. Hein. On a des générations de gens qui vont développer des maladies, t'as pas idée. Parce que c'est dramatique. Donc mettre les enfants au sport, c'est vital, absolument vital. C'est pour ça que j'ai construit tout ça. Et puis on a des trampolines parcs, j'ai monté plein d'autres activités sportives pour que les gamins fassent du sport.
Merci beaucoup en tout cas. C'était un plaisir de te rencontrer, de faire cette interview pour comprendre. Voilà. Tu vas faire visiter avec Sébastien qui tient la caméra, il va te suivre et tu vas nous montrer les endroits les plus intéressants visuellement, rapidement, parce que tu n'as pas beaucoup de temps cet après-midi et que c'est très très grand. Vous allez voir, c'est vraiment immense. On va prendre des images de drone pour vous montrer la superficie, vous allez voir, de l'académie. Je vous mets tous les liens pour ceux qui sont intéressés pour avoir des renseignements en cliquable sous la vidéo. Donc j'avais dit tout à l'heure les liens du livre, mais aussi les liens de l'académie et les liens des réseaux de Patrick Mouratoglou si vous voulez le suivre en cliquable sous la vidéo. Merci beaucoup. C'est un plaisir. À toi de nous avoir reçus ici. On n'a pas eu de chance, on n'a pas eu un beau temps. C'est rare en plus. Ouais, je sais. À chaque fois qu'on vient, on a déjà un temps pourri toute l'année à Paris. On descend ici, j'aurai jamais ton bronzage. Voilà, c'est juste que je retiens. Bon, on est en train de faire la visite pour voir un petit peu le complexe. Il y a plein de choses à voir. Il y a beaucoup de terrains de tennis, je crois. Heureusement. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. On va commencer ici. En fait, d'abord, on a un hôtel de 155 chambres, 4 étoiles, avec un spa, avec une piscine qui est assez unique parce qu'elle a la forme d'une raquette de tennis, donc elle est sympa. Ah, wow. Là, on est en train d'organiser parce qu'on a un très grand gala annuel ici, qui est le gala de ma fondation. Donc, vous parlez tout à l'heure dans l'émission justement avec pas mal d'invités qui soutiennent la fondation. Exactement. Il y a le campus qu'on va voir maintenant, qui est un endroit où les enfants sont sous notre responsabilité, donc il faut qu'ils aient moins de 18 ans, ils sont sous notre responsabilité. Donc ils viennent du début de leur 6-7 ans, puis ils peuvent aller jusqu'au bac, c'est ça, ils passent le bac. Oui, mais même en stage, s'ils viennent pour une semaine, ils sont entièrement pris en charge au campus. Et derrière, il y a un autre bâtiment qui s'appelle la résidence, où là, c'est des appartements. On a aussi une 60aine d'appartements. Et donc, les gens qui viennent en famille peuvent louer un appartement. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu parler de stars du tennis qui venaient, quand elles viennent s'entraîner ici, ils logent au fond, qu'elles ont leurs appartements. On va aller voir, mais effectivement, il y a des stars de tennis qui vivent dans ces appartements. Il y a qui, comme joueur actuel, qui Tsitsipas, par exemple. Bon, là, t'en parlais récemment, d'ailleurs. La famille est là. Il y a Alex Popirin, qui est un joueur australien qui est dans les top 50 mondiales aussi. D'accord. Qui est ici. Alors, ici, c'est intéressant aussi parce qu'on a un bon point de vue. Il y a les deux cours centraux. Il y a un cours central en terre battue ici. Oh, wow. Et il y a un cours central en dur là-bas. Très court. Petite question, la terre battue, là il pleut un peu, c'est rare d'ailleurs sur le Côte d'Azur, mais il pleut un petit peu. Est-ce que c'est problématique pour la terre battue? Est-ce que ça se change? Est-ce que ça se sèche tout seul? Alors ça sèche tout seul, oui. Ouais. Le problème, c'est que s'il pleut beaucoup, c'est pas jouable pendant un petit moment. Voilà. Mais non, c'est pas un problème. Au contraire, tu sais, la terre battue, tu es obligé de l'arroser toutes les heures. Ouais, ce que on voit souvent avant certains matchs. Parce qu'il faut que ce soit compact. Ok. Sinon, ça vole dès qu'il y a un coup de vent. Et ça, c'est le terrain du TS dont on parlait, ça, donc le format que tu as développé. Exactement. On en parlera après, mais on le verra. On a un cours central ici. Ok. Voilà. Donc, ici, on a une deuxième piscine. Ce que j'ai pas dit, c'est que là, on est dans le bâtiment principal. Il y a l'accueil. Il y a un centre médico-sportif avec des kinés, des préparateurs physiques, etc. Des médecins, évidemment, spécialistes. On a une salle de fitness ici. D'accord, ok. Un restaurant pour les joueurs, parce qu'il y a un deuxième restaurant à l'hôtel, mais là, c'est vraiment un self pour tous les joueurs. Et puis, je pense que c'est appli. On a tous les bureaux. C'est repas équilibré, c'est le classique du joueur qui vient s'entraîner, quoi. Ok. Exactement. Petite question, parce que je vois qu'il y a beaucoup de terrains différents. Ouais. Il y en a combien au total? 34. 34. Est-ce que les coachs qui sont sélectionnés, parce que tu n'es pas le seul à coacher justement les joueurs qui viennent, comment ils sont sélectionnés? Est-ce que tu les as forcément tous en entretien individuel pour savoir s'ils ont l'esprit, s'ils ont un truc Alors moi non, parce que j'ai pas le temps. Ouais. Par contre, j'ai toute une équipe technique qui évidemment sélectionne les coachs, puis les forme. Tous les coachs qui opèrent sous la marque Mouratoglou, que ce soit ici ou n'importe où dans le monde, dans n'importe quel de notre tennis center, a été formé. Et ce sont souvent des anciens joueurs, forcément, ou Pas du tout. Pas forcément. Non, pas du tout nécessaire. Il faut que ça joue au tennis, évidemment, mais oui, bien sûr. Non, c'est pas du tout une obligation. D'accord. Et juste pour finir, donc là-bas, on a, comme ça tu verras tout. Ouais. Au fond, on a un immeuble de bureau aussi. Là-bas, on a des terrains couverts, il y a un toit. D'accord. Et on a tout un tas d'installations pour faire de la préparation physique à l'extérieur aussi, qu'on voit pas ici, qui est là. Donc les terrains sont utilisés à la fois par ceux qui sont des habitués, qui sont des futurs peut-être tennisman ou tenniswoman célèbres, que des gens qui viennent dans un country club et qui s'entraînent une fois par semaine. Ici, c'est pour les amoureux du tennis. Okay. Qu'on joue une fois par semaine ou qu'on veuille devenir pro, tout le monde se côtoie. Il y a Medvedev, Tsitsipas qui s'entraînent à côté du gars qui vient jouer avec sa femme, tu vois. Je savais pas que t'étais là. Tu vas? Ça va? Ouais, et toi? Ouais, super. Ça va bien? Ouais.
Tu t'entraînes? Ouais, je m'entraîne. Ça va bien. Ouais, toi? Ouais, très bien. Tu reprends où? 8 juillet à Milan. Ah, t'es toujours là-bas? Ouais, j'ai été prêté cette année à Bologne. Et on a fait une très bonne saison, qualifié pour la Champions League. Ça faisait 60 ans, ils s'étaient plus qualifiés. Putain, la vache. Donc... Marion! Bonjour. Ah, je suis obligée d'interrompre. Ça va? Ça va et toi? Aïe, aïe, aïe. Bon, on m'a dit que t'étais au fond de ton lit, que t'as pas récupéré C'est le dans un Roland état. Garros. Putain! Bonjour, Sébastien, enchanté. Comment ça se passe les entraînements ici? Tu viens depuis longtemps, c'est des choses que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire particulièrement ici? Écoute, je connais Patrick depuis son académie à Thiverval, donc ça remonte à très Région parisienne. loin. Région parisienne. Ouais. Et j'avais 14 ans et demi, 15 ans. Ok. Et donc je m'entraînais là-bas pendant la période hivernale. On faisait 6 heures dans la journée. Et Patrick a été un des premiers à croire en moi en me trouvant que j'avais l'attitude, j'avais le jeu pour faire quelque chose dans un circuit professionnel, ce qui n'était pas forcément le cas de le monde du tennis, on va dire, dans sa généralité, sa globalité. Mais pour moi, j'ai toujours apprécié en fait l'environnement qui est créé dans ces académies, parce que je trouve que l'émulation qui est créée entre les enfants, le fait qu'ils s'entraînent ensemble, le fait qu'ils se concurrencent aussi ensemble, ça permet d'avoir une émulation positive, parce que quand on s'entraîne seul, c'est très difficile chaque jour de trouver la motivation pour arriver à réussir au plus haut niveau. Et je trouve que les voir aujourd'hui dans leur comportement, de manière générale, on voit des enfants qui sont très jeunes, qui arrivent à l'académie déjà avec le sourire, déjà avec la capacité de s'entraîner ensemble, de faire des choses ensemble. Et on le voit au plus haut niveau, il faut avoir une équipe autour de soi, il faut être capable d'être en gestion d'équipe. Ouais. Et d'apprendre ça dès le plus jeune âge, pour moi c'est extrêmement important et je les vois dans leur comportement, ils sont heureux de le faire. Et ça, je trouve que c'est fantastique à créer, mais c'est vrai que j'ai connu Patrick en partant d'une toute petite académie pour créer un truc d'immense ici et je suis extrêmement heureuse pour sa réussite et je savais qu'il allait le faire parce que quand on a la passion et la motivation comme lui, je savais qu'il réussirait grand chose. Ici, c'est les bains de récup. Okay. En fait, on a des bains, tu vois, il y a 1m90, ils font 1m90 de profondeur. Ok. Et en fait, à toutes les températures différentes. Ça va de 10 degrés à ça va faire combien d'années 35. D'accord, ok. Et en fait, on fait des chauds froids. Donc, ils font 1 minute à 10 degrés, 1 minute à 35. Et en fait, ça permet au sang de circuler et ça élimine toutes les toxines. Ensuite, on a aussi un cryothérapie corps entier. Ouais. Là, on est à moins 196 degrés, là, par contre. Oh, waouh. C'est là-dedans. Tu pourras essayer si ça t'amuse, d'ailleurs. À moins 100... Moins 180, c'est pas des conneries. Hein. Tu rentres dedans. Ouais. On ferme. T'as juste la tête qui sort là et t'es à moins 196. Enfin, moi, ma tête ne me sortira pas parce que ma taille ne permet pas ça. Eh ben, détrempe-toi. Détrempe-toi. Parce que ça monte. Incroyable. Pour que ta tête puisse sortir. C'est obligatoire, sinon c'est trop dangereux. Ok. Mais ça fait moins 196 degrés. C'est quoi l'objectif de ça? Alors ça, c'est en fait quand tu fais du sport à très haute intensité, t'as tout un tas d'inflammations dans le corps. Okay, ouais. Et quand tu te retrouves dans une température aussi basse, moins 196, en fait, c'est comme si tu avais des micro-incendies qui étaient éteints. D'accord, ok. Tout ce qui peut faire de la douleur. Tous les gars, par exemple, qui font un marathon ou un triathlon, ouais, bien sûr. Le lendemain, ils se font ça, obligatoire, en récup. Et on parce que là, sinon, tu perds en récup, tu as des inflammations de partout. C'est violent. Incroyable. Okay. Ça, c'est hyper efficace. Et quel est l'effet sur le corps? C'est quoi? C'est une douleur? C'est un picotement? C'est quoi le... Curieusement, c'est moins dur d'être à moins 196 que d'être à 10 degrés dans les bains. Alors c'est dur à comprendre, mais c'est pourquoi? Parce que l'eau, c'est conducteur. Et quand tu es dans l'eau, tu as une sensation de froid qui est x10. Bonjour. Bonjour. Hello. How are you? Bonjour. Hello. Life is tough, hein? Alors, ça, c'est ça dont on parle, là. D'ailleurs, touche, c'est assez marrant, regarde. Oh, wow. C'est gonflé. Comme des gros ballons qui entourent les gros ballons. Et en fait, c'est un truc qui fait du massage. De récup. C'est pour la récup, c'est pareil. En fait, c'est pour que, toujours la même idée, de permettre au sang, que quand on a fait du sport à haute intensité, on crée beaucoup de toxines, de permettre au sang de circuler au maximum, parce que quand le sang circule, il élimine les toxines. Donc les chauds-froids, les massages comme ça. Ça veut dire que là, les deux jeunes filles qui viennent de s'entraîner juste avant et ont besoin d'une récupération, de massage. J'imagine. D'accord. Est-ce que tu me confirmes ça? Que les deux jeunes filles viennent de s'entraîner et qu'elles ont besoin de récupérer? Exactement. Elles sont en train de faire des tournois. Elles ont fait des tournois là, depuis le début de la semaine. Donc elles viennent ici pour récupérer. C'est des boots de pressothérapie. Ça recrée un massage drainant pour éliminer toutes les toxines accumulées. Et ça dure combien de temps? Ça dure 20 minutes. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Moi, je n'ai jamais fait de tennis de ma vie. Mais c'est impressionnant de voir tous ces cours et ces gens qui viennent au restaurant, qui viennent profiter, que ce soit pour une journée, pour une saison complète, qui s'entraînent à haut niveau ou même simplement pour le plaisir. C'est très cool.
On passe juste en vitesse. Merci. C'est gentil. Oh putain. Hop là. Alors ici, donc là, ici c'est l'internat. D'accord, ok. Donc c'est très protégé parce que c'est des mineurs. On a la responsabilité des mineurs, donc on fait très attention évidemment. Donc il y a des adultes qui sont ici, qui sont des gens qui sont des encadrants. Ok. Au rez-de-chaussée, c'est toutes les salles de classe. On a donc une école française, une école américaine. Okay, donc les élèves sont soit à l'une, soit à l'autre. Et tous les étages, le premier et le deuxième étage, c'est les logements. Et donc on peut loger 300 jeunes à plein temps. Ça marche. Voilà. Ok. Et ici, il y a la résidence, donc on y est presque. Donc, la résidence, c'est un autre bâtiment dans lequel il y a des appartements. D'accord, c'est la fameuse résidence dont on parlait. Ouais. C'est les familles qui viennent ici, oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent seuls, qui habitent seuls ici, donc ils sont ici sous notre responsabilité, sauf s'ils viennent habiter avec leurs parents ici pour s'entraîner. Dans ce cas-là, ils sont évidemment sous la responsabilité de leurs parents. Effectivement. Et voilà la résidence ici. D'accord. Alors ici, on fait de la préparation physique en musique. On va terminer là-dessus. En musique, comme tu l'entends. Ouais, j'entends. Et donc on a à la fois du matériel spécifique pour le tennis, et puis un terrain multi-activités sur lequel on fait beaucoup d'activités physiques ici. Donc là, en l'occurrence, ils font un foot. Ils font un foot, ouais. Mais on fait beaucoup de transferts. C'est-à-dire qu'on va faire un travail en salle, et ensuite on va les mettre en mouvement immédiatement ici. Donc il y a 2 salles. Ça va ? Bonjour. Ok. Donc là, c'est vraiment... On a une autre salle de fitness dans laquelle il y a du matériel plus général. Ici, c'est vraiment du matériel adapté pour la préparation physique dans le tennis. Ouais, ils peuvent tout trouver pour s'entraîner, il y aura tous les éléments. Et on a les préparateurs physiques, évidemment, qui font le travail avec eux ici, ils sont pas seuls. Merci beaucoup pour la visite. Écoute, Je crois qu'il y a encore l'interview derrière qui va suivre avant le départ. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre temps. Avec plaisir et bonne continuation et puis à bientôt. Merci. Merci, Greg. Salut. Merci en tout cas à vous tous de nous suivre tous les mercredis, vendredis et dimanches. On vous met 3 vidéos, 3 interviews par semaine sur Légende. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission et on se retrouve pour la prochaine. Ciao tout le monde.